Phénomène macroéconomique nouveau finalement en France, puisque je crois que les moins de 50 ans dans cette salle n'ont jamais connu de période inflationniste. En tout cas au niveau, non, jamais. Avec des niveaux qui sont quand même assez élevés, hein, puisqu'on parle de 6% pour l'inflation générale depuis un an, un peu plus de 6%. Et puis pour les produits agroalimentaires, je pense que vous avez tous je crois que vous avez tous entendu les chiffres qui ont beaucoup tourné depuis hier, plus de 14% sur 12 mois, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc cette inflation, elle touche bien évidemment tous les acteurs de la chaîne alimentaire, hein, les producteurs agricoles qui sont touchés en particulier par la hausse des prix de l'engrais ou la hausse des prix de certaines matières premières, notamment dans le secteur de l'élevage, et puis tous les acteurs économiques de manière générale sur en particulier les produits énergétiques qui touchent évidemment tous les secteurs de l'économie. Et puis bien évidemment le consommateur final qui lui voit ses dépenses alimentaires augmenter très très nettement. Donc nous allons avoir une conférence en 3 temps avec en premier Pierre Claquin, directeur marché études prospectives de France Agrimaire, qui va intervenir sur les origines de cette inflation et puis également sur ses différentes composantes et sur les différentes phases qu'on a connues au cours des 12 mois, puisque tout n'est pas allé dans le même sens quand même toujours au sein de ces 12 mois. Ensuite, Cécile Guillot, qui est également à France Agrimaire, présentera les adaptations des consommateurs face à cette hausse des prix alimentaires. Réduction des volumes, changement de gamme des produits qui sont achetés. Et essaiera de tracer les différences selon les classes de revenus des consommateurs. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Tubin, qui va présenter les perspectives macroéconomiques de la Banque de France et qui va avoir l'exercice extrêmement difficile d'essayer de faire des prévisions sur les mois à venir. L'inflation va-t-elle se maintenir? Est-ce que cela va ralentir, accélérer? L'énergie, les produits alimentaires, en essayant de décomposer un peu et d'essayer de faire un peu de... C'est même pas de prévision, de prospective. On ne peut pas parler de prospective pour les mois qui viennent. Et de la prévision, c'est peut-être un peu trop précis. En tout cas, je vous remercie à tous de participer à cet après-midi et je passe la parole à Pierre pour commencer. Merci Christine. Donc on va effectivement commencer par revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois avant de se projeter avec Camille sur la suite des événements, autant qu'on le peut. Et on va essayer de revenir à la fois sur les mois qui se sont écoulés et puis remettre ces mois derniers un peu en perspective aussi, parce qu'on le verra, comme l'a dit Christine, il y a eu plusieurs phases dans ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu plusieurs étapes, mais il est aussi important de remettre un peu ces approches, on va dire un peu mois par mois, dans un panorama un peu plus global. Alors, on va revenir, mais très rapidement, je vais pas faire l'exégèse de la crise inflationniste, mais simplement revenir un peu sur ses fondements et sur ce qui l'a généré. Au départ, on a quand même surtout des chocs sur les matières premières, toutes matières premières ou quasiment, qui sont à l'origine de l'inflation. Voilà, donc petit résumé peut-être pour commencer. Donc l'année 2022, elle a été marquée par cette inflation record pour quasiment toutes les filières et quasiment tous les stades, depuis la production jusqu'au consommateur, avec des cycles, on verra, des dynamiques un peu différentes. Pour le coup, chaque filière a aussi ses dynamiques propres. Il ne faut jamais oublier ça quand on parle de l'inflation. On a des drivers macroéconomiques derrière cette inflation. C'est le troisième point. On a des drivers qui vont expliquer, on va dire, une vague globale qui emporte à peu près toutes les filières, mais il y a toujours des spécificités qui font qu'on a des dynamiques très très différentes selon qu'on parle du blé dur et des pâtes alimentaires, avec ce qui s'est passé plutôt en 2021 cette fois au Canada, ou si on regarde ce qui se passe sur la filière volaille avec la crise influenza aviaire, on est bien sûr sur des dynamiques très différentes, avec bien sûr des traductions qui sont absolument pas identiques. Mais derrière ces spécificités, on a effectivement des évolutions macro qu'on va essayer de résumer en quelques phases.
Moi, j'en distingue trois. La première, c'est la phase qui n'est pas en 2022, en tout cas qu'on peut arrêter tout début 2022. C'est la phase de reprise post-Covid, donc la post-première vague Covid, avec donc une très forte flambée, on le verra, des prix des matières premières, avec une reprise chinoise notamment qui était très très forte à ce moment-là, et puis des chaînes logistiques, des chaînes d'approvisionnement qui sont saturées ou qui sont en difficulté pour différentes raisons, qui ont contribué très fortement à la hausse des prix en 2021. On a ensuite le choc de la guerre en Ukraine sur les matières premières, avec une nouvelle poussée, et puis une forme de reflux sur les matières premières, mais en même temps que ce reflux sur les facteurs à l'origine, les matières premières, on a une diffusion de l'inflation au sein de l'ensemble de l'économie. Voilà, pour revenir sur les matières premières, on va se repositionner donc, sur, pour le coup, le temps relativement court. Là, vous avez le diaporama sur, depuis début 2015, des prix des grands agrégats tels que les calculs la Banque mondiale, donc énergie, agriculture, fertilisants et métaux minéraux. Donc les trois premiers en particulier vont très fortement impacter les filières, mais les métaux, ça peut les impacter aussi, on va y revenir d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez ici donc, la situation... Avant les trois phases que j'indiquais, on voit déjà quand même un gros creux sur l'énergie au moment de la première vague Covid, au premier semestre 2020. Là, on avait vraiment un gros impact de la crise avec des économies qui sont pour partie à l'arrêt. Donc, ça a fortement fait baisser les cours du pétrole notamment. Voilà, donc on arrive donc à la fin de cette première vague Covid, mi-2020. Et là, on voit effectivement en 2021, là je m'arrête avant le déclenchement de la guerre, et on voit effectivement que la hausse, elle est très très marquée déjà sur 2021. L'inflation, elle trouve vraiment son origine en 2021, sur quasiment toute l'année. Et vous voyez, je vous ai mis en bas l'évolution des chiffres pour ces agrégats, sur cette période. Alors c'est une période qui n'est pas une période d'un an, c'est une période d'à peu près un an et demi, entre janvier 2022 et juin 2020. Vous voyez, on a des prix des fertilisants qui ont doublé, qui ont même triplé, parce que c'est plus de 100%. Donc c'est des prix des fertilisants qui ont triplé, plus 150% pour l'énergie, plus 40% pour les prix agricoles et 70% pour les métaux. Vous voyez vraiment des chiffres qui sont assez impressionnants. Voilà, avec une surchauffe sur les matières premières liées aux conditions de la reprise, notamment chinoise, mais pas uniquement au niveau de la reprise mondiale, avec donc tension sur les chaînes d'approvisionnement, difficultés notamment de diverses sortes, sur le prix du fret a beaucoup progressé aussi dans cette période-là, alors que la demande était repartie très fortement à la hausse. Et puis donc on a le deuxième choc qui vient se surajouter à ce premier, qui est le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui avait été très très peu, voire pas du tout anticipé par les acteurs des marchés. Donc un nouveau choc inflationniste, avec là aussi une poussée. Vous voyez quand même que, alors on part de prix très élevés, mais la hausse est moins importante sur ce second choc, encore une fois parce qu'on part de prix qui sont déjà à des niveaux très élevés. Je vous ai mis ici donc les chiffres, c'est le maximum des prix pour ces indices de la Banque mondiale sur le deuxième trimestre, qui est là où se fait l'essentiel de la hausse pour à peu près toutes les matières premières. Donc voilà, le déclenchement de la guerre 24 février, ça c'est... Les prix montent comme ça très fortement. Le pic n'est pas exactement au même moment selon les matières premières, mais globalement, il se situe dans le deuxième trimestre 2022. Et donc, vous avez ici le maximum par rapport à la situation d'avant-guerre. Donc, on a encore repris en gros 40% pour les prix de l'énergie, 30% pour les fertilisants, 13% pour les prix de l'agriculture et 13% pour les métaux. Donc ça, c'est le second choc. Et puis ensuite, suite à ce second choc, on va avoir un recul des prix des matières premières, plus ou moins prononcé selon les produits considérés, et avec des dynamiques qui sont aussi un peu différentes. Les dynamiques temporelles ne sont pas exactement les mêmes, mais si on veut vraiment faire une image globale, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, au deuxième semestre, donc un retour à une situation d'avant-guerre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a effacé pour une grande partie des matières premières les hausses de cours qui ont été occasionnées suite au déclenchement de la guerre. On revient à des niveaux de prix qui sont plutôt ceux qu'on a connus avant le déclenchement de la guerre, mais qui, je rappelle, étaient des prix quand même assez élevés par rapport en tout cas sur période récente. Et dans le même temps, et ça on va y revenir, il y a une inflation qui se diffuse, c'est-à-dire que les prix des matières premières sont plutôt sur des tendances baissières depuis quelques mois, avec des fluctuations toujours, mais plutôt dans une tendance globalement baissière en tout cas sur le deuxième semestre 2022, et puis une inflation qui va se diffuser à l'ensemble de l'économie, et ça peut-être Camille pourra y revenir. Un exemple pour illustrer ça, c'est le prix du gaz, pour vraiment montrer en fait l'évolution et la tension sur ces prix, la difficulté aussi à se projeter sur des évolutions dans le temps. Vous voyez ici le prix du gaz, je l'ai arrêté à mi-janvier, mais les prix ont assez peu bougé et ils sont plutôt encore un peu inférieurs aujourd'hui, donc fin février sur le gaz, on est en dessous des 50 euros le mégawattheure à Rotterdam. C'est-à-dire à peu près le niveau où on était au milieu de l'année 2021.
Mais entre-temps, vous voyez qu'on a quand même connu, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, on a connu des très fortes évolutions. On a un premier pic, il ne faut jamais l'oublier, celui-là, qui est un pic qui est à l'automne 2021. De pic sur le gaz, ce qui fait qu'on va avoir aussi d'ailleurs des difficultés au passage dans les comparaisons d'une année sur l'autre, c'est qu'on va finir par se comparer à des mois où il y avait déjà des hausses qui étaient très significatives. Donc on a aussi un effet un peu facial de réduction des inflations, de réduction des évolutions de prix sur une année, parce qu'on commence à se comparer avec des prix qui ont déjà absorbé un certain nombre de hausses. On a le déclenchement de la guerre en Ukraine, on le voit ici, hein, il y a un petit pic, et puis ça repart assez fortement donc jusqu'au début mars. Et puis le plus gros du pic, il est atteint pendant l'été, là, c'est au pic aussi des incertitudes sur le marché gazier et sur les capacités qu'auraient les différents États à pouvoir passer l'hiver, en gros, en se passant plutôt de gaz russe. Voilà, vous voyez vraiment des montagnes russes, c'est le cas de le dire, hein, sur le prix du gaz. Si on regarde maintenant les produits alimentaires, on a connu donc une très très forte hausse sur les produits alimentaires, à l'instar de ce que j'ai dit sur l'ensemble des matières premières. Vous avez ici les données qui sont les indices de la FAO, donc l'indice agrégé donc des prix alimentaires mondiaux de la FAO en noir, et puis ses composantes les couleurs sont en dessous, hein, les viandes en rouge, produits laitiers en bleu, etc. Vous voyez que la hausse, elle est d'abord très marquée sur les huiles, mais le recul est encore plus marqué sur le second semestre, très forte sur les céréales aussi, avec des prix qui se maintiennent à des niveaux élevés, même s'ils sont redescendus désormais quand même assez nettement en dessous de leur pic, et même à peu près au niveau, voire en dessous des niveaux de début 2022. Et puis quand on regarde, les dynamiques sont assez différentes pour les produits laitiers ou pour les viandes. On a une progression qui est plus lente, plus progressive, mais qui s'est aussi un peu plus maintenue dans le temps, même si on a des trends baissiers un peu plus récents aussi. Ça, c'est pour les prix mondiaux, hein. Encore une fois, avec un décalage du coup, hein, dans le temps sur les produits animaux. Vous avez ici effectivement aussi des évolutions, donc, voilà, entre le maximum de 2022, le mois où le pic a été atteint, on va dire, pour chacune des productions, et puis les données du mois de janvier. Vous voyez qu'on est sur des productions, des progressions qui sont quand même très significatives, et puis des reflux qui peuvent l'être tout autant, hein. Les huiles, c'est vraiment le plus marquant. Alors peut-être là je vous ai présenté en gros les évolutions avec des phases différentes, et on peut avoir le sentiment qu'on peut se rassurer avec des prix qui sont sur des tendances baissières parfois. Plutôt que de se projeter là mois par mois, on va essayer de refaire un recul arrière pour se projeter un peu plus sur le temps long. Et je vous ai mis ici donc les mêmes indices que je vous ai présentés, mais donc en gros qui commençaient pour les graphiques à 2015. Je les ai mis en tendance beaucoup plus longue, parce que pour ces indices, que ce soit les indices de la Banque mondiale ou les indices de la FAO, on a un recul jusqu'au début des années 60. Donc ici, hein, c'est l'indice de la FAO que je vous ai montré tout à l'heure, qui était en noir. Vous voyez ici, ce qu'il faut retenir, hein, on a atteint le niveau historique. Là, on est en prix déflaté, hein, donc on est en prix à dollars constants, si on veut. L'indice de la FAO n'a jamais été aussi élevé qu'en 2022. On n'a jamais eu des prix de l'alimentation qui étaient aussi élevés qu'en 2022 dans le monde. Encore une fois, à dollars constants, hein, donc on est bien. Sinon, ça écrase encore plus, bien sûr, la pente pour les années anciennes. On dépasse même le pic qui avait été atteint dans les années 70 au premier choc pétrolier. Le même indice, c'est pas le même panier, donc forcément les chiffres sont un peu différents. Ça c'est l'indice des prix agricoles agrégés, donc pour l'indice Banque mondiale, le même que tout à l'heure. Vous voyez que là, pour le coup, on n'atteint pas le pic, parce que ça dépend des compositions de panier. On est aussi en données déflatées. Mais on voit qu'on atteint un record récent, c'est-à-dire qu'on dépasse les prix qu'on a connus lors des émeutes de la faim en 2007-2008 ou le pic 2011-2012. Mais on ne rejoint pas le pic du premier choc pétrolier. Ça, c'est pour les produits agricoles ou les produits alimentaires. Et puis, si on va superposer les autres types de matières premières, sur les métaux, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour le coup, sur les métaux, le pic, il est atteint en 2021 plutôt qu'en 2022. On est vraiment sur la baisse sur les métaux. Elle s'est engagée plus tôt que sur les autres matières premières. Voilà. Et donc, le pic historique, il est atteint en 2021. Mais en 2022, on reste sur des prix qui sont aussi à des niveaux jamais connus avant ce cycle-là. Alors plus frappant encore sur les fertilisants, hein. On voit l'évolution des prix des fertilisants. On est un indice qui n'a jamais connu ces niveaux à plus de 200 par rapport à un plus haut qui était auparavant celui donc, du premier choc pétrolier, hein. Le premier choc pétrolier avait aussi occasionné une très forte flambée sur les cours des fertilisants. Et puis sur l'énergie, alors je reviens sur les fertilisants, vous voyez quand même qu'on peut comparer ces pics, ça met un peu de temps. Si on regarde sur l'énergie maintenant, vous voyez qu'en fait on a vraiment un recul assez intéressant. On est toujours sur des données qui sont des données le temps que ça revienne. Ah, ça ne veut pas revenir. Si, voilà.
On est toujours sur les données, encore une fois, des données déflatées. Hein. Donc on est toujours en dollars constants. On pourrait avoir le sentiment que ce n'est pas le cas sur cette courbe-là, mais c'est comme pour les autres. Et on voit en fait, effectivement, on a un peu ce recul. Le choc pétrolier 73, il est là. Hein. Ça, c'est la flambée des prix. Ça, c'est la flambée du pétrole en 73. Le deuxième choc, il est là. Et puis on voit où on arrive sur les prix de l'énergie en 2022. Ça n'a juste rien à voir. Voilà, depuis quand même le coût de l'énergie, c'est largement renchéri. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, si on superpose les courbes, on se rend compte que globalement, alors on n'a pas d'indice agrégé, ça n'aurait pas forcément de sens d'ailleurs, pour l'ensemble de ces matières premières qui ont des rôles très différents. Mais on est certainement sur le choc le plus important en termes d'inflation de matières premières. En tout cas, au moins aussi important que ce premier choc pétrolier, et plus important à mon sens que celui qu'on a connu en 2007-2008 avec le super cycle des matières premières. On va revenir maintenant en France pour voir comment ça s'est traduit pour les différentes filières. Alors on va commencer depuis le bas de la chaîne alimentaire pour remonter jusqu'au consommateur. Si on regarde pour les coûts de production, forcément, ces matières premières, elles vont avoir un impact sur les coûts de production des agriculteurs. Différents selon les filières, puisqu'elles sont différemment exposées, bien sûr. Et vous avez ici pour quelques-uns des principaux postes de dépenses, on va dire, variables des agriculteurs. Les évolutions sur un an arrêtées à décembre. Pour la plupart du temps, on a arrêté à décembre. Il y a des données qui viennent d'être publiées pour janvier, mais on les a arrêtées pour avoir toute l'année civile 2022. Vous voyez qu'on est sur une hausse en gros de 16% de l'indice général des prix à la production. Et puis avec des pics qui sont plus élevés pour les indices qui sont les plus concentrés, on va dire, en matières premières ou les plus directement, qui sont directement parfois des matières premières. Donc les énergies dans leurs différentes composantes, les engrais et puis l'aliment pour animal, donc que ce soit les tourteaux issus d'oléagineux ou les céréales. Donc ça c'est le premier niveau, on va dire, les premiers indices qui vont flamber au cours de l'année, surtout au premier semestre, avec après des évolutions qui sont un peu plus stables, voire parfois en recul. Ah zut. J'ai perdu la deuxième diapo. Ce que j'avais prévu de vous indiquer sur la deuxième diapo, c'est qu'on va voir ces indices qui suivent, par exemple là, les PAMPA, protection des cultures, produits vétérinaires ou les semences, ces indicateurs qui vont progresser plutôt au second semestre, plutôt sur la fin de l'année. Et en fait, on voit aussi, l'économie agricole, c'est une économie française en miniature aussi, on voit effectivement cette diffusion de l'inflation qui se fait aussi via maintenant l'ensemble des postes finalement de charge, de manière beaucoup moins marquée que sur l'énergie ou sur les engrais, parce que c'est pas directement exposé, mais on va commencer à avoir des coûts des achats, j'ai pas mis les matériels d'entretien, etc., mais ça va aussi progresser au même rythme, en gros, quelque part, que l'inflation générale des prix, c'est-à-dire donc, plutôt au second semestre. Si, ça apparaît. Je sais pas pourquoi il y a un petit... OK. Voilà. Et donc si on se projette un peu plus en temps long, donc vous avez dit 15,8% sur l'année 2022, c'est encore une fois, on commence à se comparer à une année 2021 où parfois il y avait déjà eu des hausses, c'est le cas pour l'énergie. Donc si on se compare par rapport à une année plus longue, et là j'ai mis l'évolution par rapport à la moyenne pré-Covid, la moyenne quinquennale pré-Covid, donc 2015-2019, on voit que les chiffres sont quand même assez spectaculaires, on est à plus de 100% de hausse, donc des prix des engrais 2 fois plus élevés en gros en 2022 par rapport à la période d'avant le Covid, plus 50% sur l'énergie et plus 40% au total pour l'IPAMPA, donc l'ensemble des moyens de production. Alors si on remonte d'une étape dans la chaîne de valeur sur les prix agricoles, j'ai envie de dire heureusement pour les agriculteurs, les prix agricoles ont aussi cru sur cette période 2022. On est à 11% en général, alors ça ne veut pas dire grand-chose pour le coup l'évolution générale des prix agricoles, parce que ça dépend fortement des spécialisations productives des exploitations. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs que les évolutions sont très très différentes selon les productions. Le record, c'est sur les œufs, là il y a un contexte influenza qui est très net. Au-delà de l'évolution générale des prix. On voit que sur les viandes, d'ailleurs, on a des évolutions, les produits animaux, on a des évolutions quand même relativement marquées et assez fortement à la hausse sur 2022. Il y a l'exemple des porcins, mais les porcins, il y a eu des évolutions aussi avec des cycles. Ça a monté et descendu sur l'année 2022, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis ce qui peut frapper, c'est les huiles. Vous voyez, moins 15% sur 2022. Et c'est parce qu'on se compare à 2021 où les prix étaient très très élevés déjà. Je l'ai indiqué, l'inflation elle commence sur les huiles largement en 2021. Et justement, alors je ne vais pas passer du bon côté, voilà. Si on se compare par rapport à... Ça va mettre un peu de temps à afficher parce que je l'ai un peu martyrisé. Si on se compare par rapport à la période quinquennale, on retrouve là les oléagineux et on voit bien que le chiffre est très différent.
Sur 2022, effectivement, les prix ont plutôt été orientés à la baisse, surtout sur la fin de 2022, hein, après le pic au premier semestre. Et par contre, si on se compare en moyenne quinquennale, ça n'a juste rien à voir, hein. Plus 50% sur les oléagineux, plus 80% sur les céréales et plus 37% sur les prix agricoles en général. Et puis on retrouve les œufs, on est à plus de 100% de hausse. Et sur les productions animales, on voit que les hausses sont quand même très très significatives aussi. On est autour de 35 à 45% selon les productions. Alors si on remonte encore d'une échelle, donc, ce qui a progressé, donc les prix des matières agricoles ont progressé. Les prix de différents autres intrants utiles à la production ont progressé également. Là, on a des indices qui sont des indices sortie industrie, mais qui vont être des inputs, on va dire, pour l'industrie alimentaire, pour les grossistes, pour les distributeurs également, donc pour tous les acteurs de la chaîne. C'est le cas des emballages. Vous voyez les hausses. Là, c'est encore une fois des hausses par rapport à la moyenne quinquennale pré-Covid. Enfin, là, c'est 2016-2019. Je n'ai pas toujours l'année 2015 pour des questions de rupture de série sur ces données, mais par rapport à la période pré-Covid, on voit qu'on est sur des hausses qui sont là aussi très très marquées, hein. C'est le cas des emballages, que ce soit plastique, papier, carton ou verre, et également les emballages en métaux. Alors les métaux, on va y revenir, il y a eu des dynamiques assez contrastées. Et puis bien sûr, hein, ce qui a fait l'actualité ces tout derniers mois, les prix de l'énergie, que ce soit le gaz, plus 100% par rapport à la période pré-Covid. Et encore une fois, avec des effets de délai dans le temps. On est sur des prix facturés ici, hein, ce n'est pas des prix spot. Et sur l'électricité, plus 40%. Alors, je n'ai pas actualisé le dernier diapo, mais les données sont disponibles. Il y a eu aussi des hausses de coûts logistiques pour le coup. Si on intégrait le quatrième trimestre, ça a un peu baissé, notamment sur le fret maritime, sur le dernier trimestre. Mais on a connu, en tout cas, surtout au premier semestre, des hausses, notamment sur pas mal de postes liés à la logistique, que ce soit les coûts de transport en général ou les coûts logistiques plus globalement. Voilà, ça c'est pour les mêmes indices que tout à l'heure, mais mois par mois. Vous voyez l'inflation au mois par rapport à l'année précédente, au même mois de l'année précédente. Et on voit des dynamiques très contrastées, hein. C'est simplement pour rappeler effectivement ces éléments de dynamique qui sont pas du tout les mêmes. On voit effectivement que sur les emballages, que ce soit plastique ou le verre par exemple, où la progression elle est continue. Sur le verre, ça continue à progresser très fortement. J'ai même mis la donnée de janvier là, que j'ai pas qui est la dernière donnée qui a été publiée il y a 2 jours sur le verre, on voit que ça continue à progresser. Et puis inversement, quand on regarde les métaux, on voit que la progression s'est faite principalement soit en 2021, soit au tout début 2022. Puis après, on a une très forte décrue des prix des métaux. Sur l'électricité, c'est plus compliqué à comparer parce que l'électricité, il y a la saisonnalité, mais elle peut être un petit peu décalée d'un mois le mois. Donc là, c'est un peu plus, faut être prudent, mais on voit que ça progresse en fait de manière, on va dire, assez continue. Et si on arrive maintenant au consommateur, hein, qui va être le cœur de la suite des discussions, on voit que l'inflation s'est prolongée jusqu'à lui de manière un peu décalée, si ça veut bien d'ailleurs ne pas être trop décalé. Bon, ça met du temps à s'afficher. Donc l'inflation pour le consommateur, elle s'est faite donc en France de manière moins marquée sur l'agriculture, sur l'alimentation, sur les produits alimentaires pendant le premier semestre. C'est-à-dire qu'il y a un décalage d'inflation. On a un petit bug. Faut relancer le temps. Donc voilà, elle s'est faite de manière décalée, c'est-à-dire que l'inflation a été plus faible pendant tout le premier semestre que l'inflation générale des prix, l'inflation alimentaire. Ça y est, c'est bon, c'est en train de revenir. Voilà, donc vous le voyez ici. Et puis on voit qu'ensuite le rythme de l'inflation des prix qui intègre les prix alimentaires, hein, qui sont d'ailleurs un driver important, c'est ce qu'on voit juste à côté. Donc a continué à se poursuivre, mais on voit que les prix alimentaires ont vraiment flambé pour le coup sur le second semestre, hein, au point d'arriver à 12,1% en fin d'année. Et puis comme l'a dit la directrice générale, on est à 14,5% même au mois de février. Et ce qu'on voit aussi, et ça va être rappelé tout à l'heure, c'est important de le retenir, c'est que l'alimentation est devenue, ce n'était pas le cas au premier semestre, mais c'est devenu au second semestre, le premier poste contributeur de l'inflation générale des prix. Voilà, je vous ai remis le mois de février à 14,5%, c'est quand même des hausses qu'on n'a pas connues depuis un moment. On va justement y venir. Ce qu'on peut dire, c'est que cette inflation des prix alimentaires, maintenant, elle concerne quasiment tous les postes de consommation. Il y a toujours quelques produits qui sont déflationnistes, mais il n'y en a quasiment plus. Quasiment tous les prix alimentaires à la consommation sont en hausse, avec des hausses plus ou moins marquées, mais qui sont quand même tous assez significatives. Vous l'avez ici à la fois par rapport donc en année glissante, donc par rapport à décembre 2021, et puis par rapport à la période quinquennale. Je ne vais pas rentrer dans chacun des chiffres, mais vous voyez qu'elle est assez généralisée. Et puis là aussi, pour la situer dans le temps un peu plus,
Donc arrêté à décembre, maintenant on est ici, 14,5 là, en janvier. Vous voyez qu'on n'a pas connu sur une inflation des prix alimentaires aussi élevée sur les 30 dernières années. Là, on s'arrête à 91. On voit qu'on est vraiment sur des niveaux très élevés. L'indice général des prix non plus n'avait jamais été aussi élevé sur cette période. Par contre, si on revient en période beaucoup plus longue, si on se rappelle les périodes d'inflation quand il n'y avait pas de maîtrise par les politiques monétaires notamment, voilà, pour le coup, on est encore à des niveaux, on n'est pas encore atteint les pics qu'on a connus au moment du premier choc pétrolier ou du second. Vous voyez qu'on était à une inflation générale des prix qui était autour de jusqu'à 14%. Et puis un mot avant de passer la main à Cécile, un mot sur la comparaison par rapport aux autres pays de l'Union. Ça c'est intéressant aussi. L'inflation en France, j'ai dit, elle a été plus tardive à se mettre sur les prix alimentaires. Au stade d'État, elle a été plus tardive à se mettre en place par rapport aux autres pays de l'Union européenne et globalement a été plus limitée. Vous avez ici l'inflation donc à décembre sur un an en France, donc en rouge. Alors c'est des calculs un peu différents, donc vous étonnez pas, les chiffres sont un tout petit peu différents parce que les méthodes de calcul sont un peu différentes entre l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la consommation harmonisé qui permet justement la comparaison européenne. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la France, on est à des niveaux plus faibles. Vous voyez qu'on est à peine en dessous de l'Italie, parce que l'Italie a connu une inflation plus forte au début, mais qui s'est beaucoup plus limitée depuis. Et puis vous voyez les chiffres en Allemagne, on est à plus de 20% sur un an pour les prix alimentaires en Allemagne. En moyenne sur l'Union européenne, on est à plus de 18%. Donc l'inflation est quand même plus faible. Et vous voyez ici la dynamique, je l'ai mis ici, la dynamique de décrochage. Donc ça c'est en base zéro, on va dire, c'est l'inflation alimentaire dans l'Union européenne. Et on voit que le décrochage s'est fait surtout au premier semestre. Sur une partie 2021 au premier semestre. Et puis ensuite, on se maintient en gros 5 à 6 points en dessous de l'inflation des prix au niveau européen. Et je vous ai mis, parce que c'est important d'avoir ça en tête aussi, l'estimation, on va dire, des prix relatifs au niveau européen en parité de pouvoir d'achat. C'est pas complètement inutile d'avoir ça en tête. Les prix des prix en France sont globalement, en tout cas selon cette estimation, plus élevés que dans les prix alimentaires que dans le reste de l'Union, avec des deltas qui peuvent être même assez significatifs pour certains produits. Ça peut expliquer une partie de ce différentiel aussi d'inflation, une partie seulement. Voilà, je vais passer la parole à Cécile. Peut-être on peut prendre une petite question, le temps de régler la bascule de diaporama. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Sur la fin, pour bien être sûr, là, sur le dernier graphe, quand il est marqué inflation sur un an, c'est bien le mois d'une année sur l'autre, c'est pas 12 mois glissants. Non, et la plupart des chiffres que j'ai présentés, la quasi-totalité, c'est mois de décembre comparé à la période d'avant. On peut faire aussi parfois les moyennes sur les 12 mois complets, ça ne donne pas toujours les mêmes impressions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Cécile, je te laisse continuer. Merci Pierre. Bonjour à tous. Donc avant de commencer, je vais déjà vous dire que cette présentation a été réalisée par une collègue, Grazina Marcinowska, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui pour d'excellentes raisons. Donc je vais essayer de ne pas dénaturer ses propos et donc voilà, c'était important de le signaler. Et ensuite, je vous prie de m'excuser par avance, mais il va y avoir énormément de chiffres, énormément de sigles. Je vais essayer de les détailler. Néanmoins, si j'oublie d'en expliquer certains, n'hésitez pas à m'interrompre pour bien comprendre la teneur des propos. Donc Pierre vous a expliqué juste avant moi l'inflation, le niveau de prix, les évolutions. Je vais essayer par cet exercice de voir quels ont été les ajustements de la consommation au niveau des Français. Sur les volumes, sur leurs achats et leurs arbitrages qu'ils ont pu faire tout au long de l'année. C'est une des préoccupations majeures de nos filières agricoles. Alors d'abord, on voulait vous retracer ici les 4 années dernières que nous avons passées. Et en fait, c'est extrêmement compliqué de comparer les années avec les autres, tant on a vécu des choses différentes. Je vais pas vous retracer, mais il y a eu évidemment le Covid et les périodes de confinement qu'on a subi tous, et ce qui fait que ça a changé les comportements.
que ce soit donc en 2020, bien évidemment, avec le premier confinement, le deuxième confinement, mais aussi en 2021, avec le troisième confinement, même s'il a été moins importante. Et pendant cette période, il y a eu des restrictions, alors de circulation, bien sûr, mais aussi de la restauration. Et ce qui fait que comparer des achats des ménages en termes alimentaires d'une période à l'autre, c'est toujours très compliqué. Il va y avoir des évolutions dont on ne saura pas forcément certain. Donc en fait, on parle aussi beaucoup de l'année 2019, qui est donc la période avant Covid, et qui est finalement la dernière année, alors normale, je ne sais pas, mais en tout cas la dernière année où il ne s'est pas passé d'événements majeurs sur la consommation. Donc en termes de dépenses alimentaires, alors PGC, c'est produits de grande consommation, PFT, c'est produits frais et traiteurs des ménages. Et dans les produits, alors là, on n'est que sur les dépenses alimentaires. Vous voyez que la courbe en pointillé, celle de 2019, est bien inférieure à toutes les autres. On voit en 2020, la courbe verte, l'effet confinement, du premier confinement, avec des achats de dépenses alimentaires qui ont été bien supérieurs, du fait du report des achats pour la consommation au domicile, puisqu'on n'avait plus le droit d'être en restaurant, etc. Au final, si on regarde, depuis les évolutions de dépenses en 2022 par rapport à 2019, on est presque à 10% de plus en dépenses alimentaires. On est un tout petit peu inférieur à celle de 2020, mais qui avait fait l'objet de dépenses très très importantes pendant les périodes de confinement. Et par rapport à 2021, on est au-dessus des dépenses alimentaires de 1,5%. Mais vous voyez également que sur cette courbe, donc c'est la courbe rouge, que les dépenses alimentaires ont beaucoup progressé en fin d'année, puisque la courbe rouge ici s'envole. Mais donc voilà, surtout attention aux comparaisons de façon hâtive d'une période à l'autre, c'est quand même des évolutions qu'il faut recontextualiser. Ce qu'on peut dire, malgré tout, on a pris les sources d'informations qu'on avait, ce sont souvent des achats, des données de panels distributeurs, ce sont donc les dépenses qui sont faites au niveau des caisses, c'est des sorties de caisses. Ou alors on prendra aussi des données sur les achats des ménages. Et là, ce qu'on voit, selon les panels distributeurs, et ça, quelles que soient les sources, on se rend compte que donc, au niveau de l'année 2022, les dépenses en produits de grande consommation, en frais libre-service, le FLS, elles sont toutes en augmentation, que ce soit autour de 4% entre 2022 et 2021. Mais par contre, il y a des évolutions qui sont différenciées selon les produits, notamment les vins, les dépenses sur les vins tranquilles. Alors, c'est les vins non effervescents, c'est les non pétillants, pour ceux qui ne savent pas, ont régressé de 2% par rapport à 2021. Et puis, tout ce qui est produits à poids variable, alors les produits à poids variable, ce sont les fruits et légumes, ce sont la viande, le poisson, les choses en fait qui ne sont pas standardisées et qui ne sont pas gène-codées, sont également en recul de 1%. Donc il faut retenir ces tendances-là. Donc les produits de grande consommation en termes de dépenses ont plutôt augmenté. Et puis les produits à poids variable ont baissé en 2022. Là, je n'ai pas vu ce qui s'était passé. Non, je sais pas. Il y a un truc bizarre. Je suis revenue. Excusez-moi, c'est vrai qu'il est bizarre. Il y a un décalage. Alors, il y a beaucoup de chiffres, effectivement. On a remis ce matin à jour le graphique qui est ici, en fait, pour vous expliquer que les évolutions en volume, alors c'est la courbe bleue ou en valeur, le chiffre d'affaires sur la consommation des produits de grande consommation ou frais en libre service sur l'ensemble de l'année, ont été en baisse. Et l'accentuation s'est faite notamment la première période de 2023. En volume, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, en volume, les produits se sont... les dépenses ont été... les achats en volume, en poids, ont largement diminué et tout au long de l'année. Et ça s'est encore accentué au mois de janvier 2023.
Et puis, il y a une vraie différence aussi également. Vous l'avez. Alors, le tableau d'en dessous, c'est sur l'année 2022, sur les produits de grande consommation alimentaire. Donc, je vous ai dit, ont augmenté en valeur, mais un volume les volumes ont été globalement stables. Par contre, sur les produits frais traiteurs, que ce soit en volume ou en valeur, il y a une baisse en fait des achats des ménages et de façon assez conséquente. Et pour la première fois, ça va être le graphique de droite. Il y a plusieurs façons de diminuer ou d'augmenter les prix selon les cas. Il y a plusieurs composantes en fait dans les chiffres, et je vais essayer de vous l'expliquer parce que c'est important. Les évolutions en volume, et c'est une première fois qu'on a cette tendance-là depuis quelques années, ça peut se faire soit parce qu'on réduit le nombre de produits achetés, et c'est le cas, ou augmenter selon qu'on est en hausse ou en basse. Là, pour une fois, on diminue le nombre de produits qu'on achète, et aussi. Et c'est là une des nouveautés, c'est qu'on joue les volumes sur les effets promotion. On peut acheter des paquets plus importants ou moins importants. Et là, cette année, en 2022, on a aussi une baisse des volumes avec l'effet des volumes, l'effet promotion, comme on peut l'appeler, format promotion. Au niveau du prix, là, en 2022, évidemment, je ne vais pas revenir, mais ça a beaucoup augmenté, un effet de 5,5%. Et il peut y avoir plusieurs facteurs qui augmentent ou qui baissent le prix, soit un effet inflation ou déflation, dans l'autre sens. Et évidemment, là, cette année, on en a parlé assez, c'est l'inflation qui a joué au maximum, mais c'est aussi un effet de mix produit. On peut choisir la gamme de produits que l'on veut, et ça permet d'avoir des produits moins chers ou des produits plus chers selon les cas. Et là, cette année, l'effet du mix produit a été plutôt orienté à la baisse. On s'est de plus en plus orienté vers des produits moins qualitatifs ou moins valorisés. Alors, ce graphique donc, est issu d'IRI, et c'est pour vous donner les derniers chiffres. Pierre vous l'a expliqué juste avant. On mesure l'inflation. Alors là, c'est tout produit confondu, y compris le petit bazar. C'est vraiment tout ce qu'on vend en grande et moyenne surface. Ça confirme le prix, les ventes en magasin ont progressé fortement depuis janvier 2022, mais encore plus en janvier 2023 et février 2023, des niveaux jamais atteint, je ne reviens pas dessus. Alors, sur cette diapositive, on voulait vous montrer la dynamique en fait contrastée entre les deux semestres, le premier semestre de 2022, qui est à comparer au premier semestre 2021, qui, je vous le rappelle, incluait le troisième confinement. Donc c'est aussi toujours un petit peu compliqué de comparer. Et puis la fin de l'année de 2022, avec évidemment les effets de la guerre en Ukraine et l'inflation. Et on voit qu'en fait, il y a eu des dynamiques contrastées sur les deux périodes. En dépenses, on était en 2022 sur des dépenses inférieures au premier semestre 2021. En revanche, au second semestre, on a été sur des dépenses supérieures tout au long de l'année. Et quelles que soient les catégories de produits, que ce soit pour les produits frais ou les produits de grande consommation. Par contre, en volume, on a des dynamiques qui sont différentes. C'est le graphique de droite. Au premier semestre ou au second semestre, les produits frais ont systématiquement été moins achetés en volume qu'en 2022 par rapport à 2021. Alors que pour les produits grande consommation alimentaire, il y a un différentiel. On s'est reporté en volume sur des produits de grande consommation par rapport aux produits frais et transformés. Alors ce graphique, peut-être un petit peu compliqué à comprendre, on a pris en indice les volumes achetés par les consommateurs sur différentes catégories de produits, et la moyenne à la base 100 et une moyenne 2018-2019. Ce sont donc les achats des ménages en volume. Là, pour le coup, c'est le panel Kantar.
Et on voit que sur les produits de grande consommation, c'est ce que je vous ai dit juste précédemment, on a plus acheté en volume en produits donc alimentaires en 2022 que la moyenne quinquennale, et on reste à un niveau équivalent à celui de 2021. C'est le 106 ici. On est inférieur à 2020, mais c'est logique compte tenu des confinements. Par contre, on voit qu'à peu près, on voit que toutes les grandes catégories ont des volumes supérieurs en 2022 par rapport à l'avant-crise, mais plus ou moins. Et c'est essentiellement les produits traiteurs libre-service qui ont la plus grosse progression. C'était une dynamique qu'on a constatée déjà avant la crise Covid. Les ménages favorisaient, plébiscitaient tout ce qui était traiteur libre-service. La crèmerie est restée au même niveau, mais bon, vous voyez les évolutions. Par contre, au niveau des produits frais et traiteurs, on voit que la dynamique est bien différente. Déjà, en 2022, on a des niveaux d'achat en volume inférieurs à ce qu'ils étaient à l'avant-crise, avec un indice 97, c'est la barre, c'est celle-là, voilà. Et en dehors du rayon traiteur, ici, y compris en produits frais, vous avez que des indicateurs à la baisse en 2022 par rapport aux périodes précédentes, et de façon extrêmement significative, notamment pour le fromage ou pour d'autres produits. Les produits qui sont le plus pénalisés en volume en 2022 par rapport aux précédentes années, ce sont les produits finalement qui sont très chers et qui parfois peuvent être jugés... Alors, je ne veux pas non indispensable, peut-être, auprès du consommateur. On va plus volontiers se passer de fromage dans le... Je vois qu'il y a des gens qui sont un peu chiffonnés, mais c'est peut-être plus facile de s'en passer par rapport à d'autres produits. La poissonnerie, la viande sont des produits très chers. Les volumes sont quand même aussi également en baisse. Alors, je vais prendre un petit peu de temps pour expliquer ce graphique. Finalement, il est très très simple. Vous avez, donc on suit les prix et les volumes au niveau donc, de France Agrimaire sur les produits de grande consommation. Déjà, vous avez un code couleur, c'est les mêmes que celles théoriquement que Pierre vous a indiqué. Tout ce qui est rouge, c'est de la viande. Tout ce qui est bleu foncé, c'est du poisson. Tout ce qui est jaune, c'est des produits issus des grandes cultures. Tout ce qui est vert, c'est des fruits et légumes. Et bleu ciel, c'est plutôt des produits laitiers. Plus le rond est gros, plus le prix moyen unitaire en moyenne de l'année 2022 est élevé. Vous avez tout ce qui est les poissons, les viandes, c'est les grosses pastilles parce que le prix à l'achat moyen est élevé. Et inversement, tout ce qui est petit, c'est forcément moins cher. Au niveau de l'axe des abscisses, donc c'est l'inflation, c'est le prix qui a augmenté au long de l'année 2022 par rapport à 2021. Donc plus on se trouve de mon côté, plus les prix ont augmenté en 2022 par rapport à 2021. Vous avez tous entendu parler des huiles de tournesol qui ont fait des effets d'achat panique au début de la guerre et les prix avaient beaucoup augmenté, une inflation de 54%. Et donc sur l'axe des ordonnées là-bas, donc plus vous êtes en bas, plus les volumes d'achat ont été inférieurs en 2022 par rapport à 2021, et plus ils sont au-dessus, c'est qu'on a acheté plus de volume en 2022 qu'en 2021. Et qu'est-ce qu'il faut constater ? Déjà, il n'y a quasiment rien dans le quart supérieur droit. Ça veut dire que tous les produits qui ont subi le plus grosse inflation ont été moins achetés, sauf les pâtes alimentaires. Mais c'est quand même un aliment de base. Et en plus, c'est un aliment qui n'est pas très cher facialement et donc qui est plus facile. Et en fait, toutes les grosses pastilles, quasiment, sont en bas. Donc, en fait, plus c'est cher, moins on en a acheté. On a fait le choix d'en acheter. À l'exception des conserves de poisson qui, proportionnellement, sont moins chères que le poisson frais. Et donc, il y a eu des arbitrages par rapport aux conserves, par rapport aux autres produits. Donc en fait, qu'est-ce qui sont les œufs au niveau
au niveau des produits carnés, enfin des protéines animales, je ne peux pas dire animaux carnés, mais au niveau des protéines animales, il n'y a pas eu de baisse de volume d'achat, mais parce que ça reste une protéine animale la moins chère en fait, et donc les gens se sont reportés dessus. Ça va peut-être changer parce que vous avez vu sur ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, et avec l'impact encore de la crise de l'influenza aviaire, les prix vont encore beaucoup augmenter et peut-être qu'il y aura moins d'achats d'œufs. Voilà. Donc voilà, ce graphique, il est intéressant à voir, mais il y a quand même... Donc les produits qui sont les moins chers, finalement, facialement, à l'unité, sont ceux qui ont quand même bien résisté, dès lors qu'ils étaient jugés indispensables, hein, le riz, les pâtes alimentaires, encore une fois. Les compotes apertisées, vous les voyez, je n'ai pas parlé de produits des fruits et légumes, se situent en haut du graphique. C'est une bonne alternative par rapport aux fruits et légumes enfin aux fruits en l'occurrence, qui sont considérés chers par les consommateurs. Alors donc je reprends ce que disait Madame. Le prix du riz a été beaucoup plus mesuré par rapport au prix des autres céréales, effectivement, oui. Mais ça reste pas un achat qui est majoritaire. Il a cru dans les derniers mois quand même. Si on regarde sur les derniers mois de 2022, il a cru quand même, oui moins, mais il a cru quand même sur les derniers mois. La croissance sur le prix du riz, elle est beaucoup plus tardive que sur les pâtes. La croissance s'est faite en 2021 principalement, mais sur le riz, elle s'est faite quand même en toute fin. Notamment, il y a eu des informations sur une possible pénurie de riz. Il y a des mauvaises récoltes en Asie, et on a eu des achats, on voit sur les volumes achetés à ce moment-là, il y a une partie de la hausse qu'on voit sur le riz, c'est aussi une hausse qui s'est faite sur un très court laps de temps, en quelques semaines, par des achats qui sont faits de précaution, hein, comme on l'a eu sur l'huile de tournesol aussi, il y a eu des achats de précaution à un moment donné, et donc on a eu une hausse des volumes à ce moment-là, et les prix ont commencé à croître à partir de là, à partir du mois d'octobre. Mais ça reste minoritaire en termes de quantité achetée par rapport aux pâtes. Hein. C'est pas la céréale la plus consommée au niveau des ménages français. Alors je vais changer de diapositive pour avancer parce qu'on pourrait passer des heures sur le précédent. L'effet, là ce qui était intéressant, on voulait vous montrer, c'est l'effet de l'inflation et du mix produit. Jusqu'à une période pas si éloignée que ça, en fait, l'inflation effectivement était stable et du coup les consommateurs pouvaient choisir des produits de meilleure qualité. C'est l'effet mix que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ils choisissaient des produits qui sont importants, plus qualitatifs en termes de gamme. Et là, depuis donc 2022, début 2022, en fait, on constate, et c'est la première fois depuis longtemps, que l'effet mix, donc l'effet qualité, en fait, est devenu négatif. Et c'est une façon, en fait, de limiter ses dépenses en termes de consommation alimentaire. Et puis, vous avez évidemment l'inflation, je reviens pas dessus, qui, depuis quelques mois, est importante sur les produits donc, de grande consommation, frais et libre-service, hein, sur ce document. On a aussi beaucoup parlé des circuits de distribution, savoir comment les ménages se comportaient par rapport aux circuits de distribution. En 2020, encore une fois, c'est la crise Covid. Sur les diagrammes du milieu, on a constaté avec les confinements, etc., un fort développement du e-commerce en particulier, et puis des circuits de proximité. On s'attendait à avoir éventuellement des évolutions de consommation, des évolutions par rapport au lieu de distribution des achats, et notamment un développement des EDMP, des enseignes distributeurs à marque propre, pour ceux qui ne connaissent pas ce sigle, donc les anciens hard discounters. Et en fait, en 2022, vous voyez que la part de marché en valeur a été équivalente à celle des années précédentes. Finalement, en dehors du circuit proxy, on est toujours dans les mêmes constats, et les ventes en volume en circuit proxy ont fortement progressé. En fait, les consommateurs préfèrent aller
plus souvent à faire leurs courses et plutôt ne moins faire des gros caddies comme c'était par le passé. Ils ont l'impression, et c'est sans doute vrai, de mieux maîtriser leurs achats et de n'acheter que ce qu'ils ont besoin. Donc un effet enseigne finalement pas si important que ça en 2022. Le seul circuit qui augmente encore par rapport donc, aux années précédentes, c'est la livraison à domicile qui se développe toujours, mais qui reste quand même dans des volumes, dans des proportions assez faibles. Là, sur cette diapositive, on a voulu vous montrer les effets sur les marques nationales, marques distributeurs ou marques premier prix. C'est un des effets, c'est une façon d'activer et de maîtriser un petit peu mieux ses dépenses. Vous avez donc sur le graphique de gauche, ici, l'inflation qui est mesurée sur l'ensemble de ces marques. Donc en moyenne, la moyenne 2022, c'est le vert foncé. Et vous avez un gradient en fait, d'inflation qui impacte moins les marques nationales et beaucoup plus les marques premier prix. Ce qui est logique puisque dans la composition d'un produit alimentaire, sur les marques premier prix, la part de la matière première est bien plus importante. Et vu l'inflation qu'il y a eu sur les matières premières, Pierre vous l'a dit juste avant moi, du coup l'impact est plus important et donc l'inflation est plus importante. Du coup, au niveau des volumes de vente qui se sont réalisés, vous avez les marques économiques en bas qui certes ont une inflation plus importante mais qui restent à des prix bien inférieurs aux autres produits, ont développé en volume 7% les volumes de vente, alors que les marques nationales, par exemple, se sont réduits en volume parce qu'elles restent quand même très chères et donc les consommateurs se sont reportés vers des produits de marques avec des prix faciaux qui sont moins importants. Au final, quand même, vous avez sur ce tableau les parts de marché en valeur des marques nationales, marques distributeurs économiques, les premiers prix. On voit un effet donc, des marques économiques qui est une part qui est supérieure à celle de 2021. Néanmoins, ça reste quand même des volumes assez faibles par rapport à ce qu'on peut imaginer, c'est moins de 2%. Là, pareil, je vous ai mis les dernières données que l'on a eues hier donc, sur l'évolution des prix des différentes marques. Alors là, c'est tout circuit, c'est pas que alimentaire, attention, mais on a toujours le même gradient d'inflation. Les marques premier prix qui ont une inflation bien supérieure aux marques nationales. Vous voyez quand même, il y a presque 10 points d'écart. C'est quand même majeur. Là, attention, tout produit confondu. Les dernières données sont toujours dans les mêmes tendances que précédemment. Alors, pourquoi les marques premier prix aussi se sont plus vendues? C'est qu'en fait, on a constaté dans les rayons qu'il y a eu une offre en marque distributeur premier prix bien plus importante que les autres produits. Là, vous avez le nombre de références qui ont été proposées donc, dans les hyper et les supermarchés. En 2022, alors, cumul courant à P10 2021 versus A-1, ça veut dire que c'est une année qui s'arrêtait à octobre 2022, donc novembre 2021 à octobre 2022 comparé à la même période de l'année précédente. Et on voit que la proposition en hyper et supermarché était bien plus favorable aux marques premier prix et beaucoup moins aux produits de marques de grands groupes ou les produits, alors les entreprises de taille intermédiaire ou les toutes petites entreprises. Et du coup, le fait qu'il y ait plus de produits de marque premier prix qui étaient sur en étal par rapport à 2021 peut aussi jouer sur le fait ils étaient en magasin, donc on les a peut-être plus achetés. C'est toujours difficile de savoir quelle est la poule de l'œuf, qui était le premier de la poule de l'œuf, mais voilà. Aussi, on a beaucoup parlé du bio ces derniers temps. Là, il faut savoir. Donc là, vous avez les évolutions
des dépenses sur le marché bio par rapport de 2022 par rapport à 2021, et on voit en vert ici que toutes les évolutions en 2022 sont très négatives par rapport à 2021. Cette décroissance d'achat des produits bio par rapport à la tendance qui était, on avait l'impression que c'était un marché en totale croissance, était déjà là en 2021. C'est pas une évolution qui est propre à l'année 2022. On avait donc des secteurs, la crise du bio, comme on l'entend, était déjà enclenchée avant 2022, avant la guerre en Ukraine et les problèmes d'inflation. Et donc, vous voyez, sur l'intégralité des segments, en 2022, la part de marché des produits bio, par exemple ici, c'est 20,2% des œufs donc, sont consommés en bio. En fait, en 2021, c'était de 22. Sur tous les produits, y compris sur les produits majeurs et clés de segments bio, sont en recul en 2022 par rapport à 2021. Et malheureusement, cette tendance, c'est celle qui sont... Donc les chiffres sont sortis aujourd'hui. Cette tendance, c'est la première période 2023, ici, que vous avez. Elle s'accentue encore. On a encore une baisse sur le bio qui est assez considérable par rapport aux années précédentes. Mais c'est le prolongement d'une tendance qu'on a déjà observée les années précédentes. Là, sur ce graphique, on voulait vous montrer les impacts des catégories socio-professionnelles sur les achats des ménages. Évidemment, selon qu'on soit de catégorie aisée, modeste, moyenne inférieure ou moyenne supérieure, on n'a pas un même rapport à l'alimentation et à l'achat de l'alimentation. Et en fait, on est plus ou moins impacté par les niveaux d'inflation. C'est vrai sur les produits de grande consommation, mais c'est encore plus vrai pour les produits frais et traiteurs qui sont globalement plus chers. Et on voit ici, sur les produits frais transformés, que la catégorie modeste, qui représente 15% de la population selon le panel Kantar, en fait, participe à une baisse en fait, de ces achats en volume de 8,7% en 2022, ce qui est quand même assez considérable. Mais néanmoins, les catégories aisées, que ce soit en produits frais transformés, produits frais traiteurs, ou produits de grande consommation, on a quand même une baisse des achats. C'est toutes les catégories quand même qui, en produits frais traiteurs, baissent leurs achats en volume de produits frais transformés. On le voit aussi sur cette courbe, on s'est focalisé sur les catégories modestes pour voir en fait quels étaient l'impact de leur réduction d'achat. Et là, vous avez uniquement sur les produits frais transformés. C'est le même principe, hein, l'indice base 100, c'est la moyenne 2018-2019 que celle que je vous ai dite tout à l'heure. Et on voit comment ils ont arbitré leur course en 2022. On voit qu'en fait, les arbitrages ont été très très conséquents pour les catégories les plus chères. Le fromage en particulier, la viande, la volaille, mais la charcuterie également. Peut-être qu'on peut se passer plus facilement de fromage et de charcuterie. Ça, c'est quelque chose à voir. Et puis ici, vous avez... alors, c'est vrai... Ça a été très très vrai en 2022. Ce graphique-là, c'est un petit peu peut-être compliqué à comprendre. C'est un radar. Je vous ai dit que la catégorie de la classe modeste était pour rentrer pour 15% de la population, en fait, de l'échantillon. Et donc, en théorie, on devrait avoir... quelles que soient les catégories qui sont décrites ici, on devrait avoir 15% en volume. Et on voit déjà qu'en moyenne, alors normale, 2018-2019, on voit déjà que quasiment sur tous les produits, ils dépensent moins que 15%. Sauf sur des produits qui sont ici un peu moins chers, en fait.
Et là, en 2022, ils ont encore réduit, puisque le graphique rouge, la courbe rouge est à l'intérieur de la courbe grise. Ça veut dire qu'ils ont encore réduit leurs dépenses par rapport aux autres catégories. Et on le voit d'autant plus sur la catégorie fromage. En fait, ils ne représentent que 5% des dépenses au rayon PGC, en fait, alors qu'ils représentent 15%. Donc c'est très très significatif. On a fait la même chose au niveau des catégories d'âge. Et en fait, on constate que pour les produits de grande consommation, alors je vous ai dit, on a plus acheté de produits de grande consommation en 2022 par rapport à la moyenne 2018-2019. On est à 106. Et en fait, on constate que ce sont les catégories les plus âgées qui ont j'aime pas ce terme, qui drive, parce que je reprends les termes de Kantar, ça me déprime, qui portent en fait la croissance des produits. Pour les produits frais traiteurs, c'est la même chose. C'est les plus âgés qui participent grandement en fait et donc qui ont des achats plus importants par rapport à 2021, enfin la moyenne. Et là, à l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la même répartition à l'intérieur, donc c'est la base de référence 2018-2019, le gris est à l'intérieur du rouge. Ça veut dire en fait que quelles que soient les catégories, et en particulier à l'opposé, la charcuterie à la coupe, vous avez un écart, les traiteurs à la coupe, vous avez des écarts qui sont très très importants. Parce que donc les ménages les plus âgés ont contribué fortement donc à ces achats. Je crois que j'en avais terminé sur non, voilà. Alors, évidemment, des conclusions. C'est très, très difficile de porter des conclusions sur ce que va devenir 2023, par exemple, comment les consommateurs vont réagir. Parce qu'en fait, 2022 est encore une année atypique par rapport à 2021, par rapport à 2020. Et puis, au final, est-ce qu'on revient à 2019, une année dite normale ou pas ? Ou est-ce que... c'est très très compliqué de savoir. Les ménages, est-ce qu'ils vont toujours... On voit les rayons traiteurs se portent bien. Est-ce que c'est un retour à la praticité, même malgré le niveau d'achat ? Est-ce qu'ils en ont assez de faire à manger ? Parce qu'ils ont fait beaucoup à manger. Ils étaient très très contents pendant le confinement de faire la cuisine. Ils ont retrouvé des valeurs. Mais est-ce que est-ce qu'on revient ou pas à ça ? Ce qui est sûr, c'est que on constate qu'ils ont des paniers plus petits au niveau des achats, mais c'était déjà pas si faux en 2019. C'est des tendances lourdes. Est-ce que c'est accentué encore par les phénomènes de crise inflationniste ou parce que finalement c'est sympa d'avoir découvert son magasin de proximité et on continue d'y aller. C'est très très compliqué. Les catégories les plus inflationnistes, il y a forcément des arbitrages au niveau du panier parce que malheureusement le budget n'est pas extensible. Quelles sont les catégories qui sont jugées les plus chères, non essentielles ? Je vous ai parlé du fromage. Voilà, c'est toujours difficile à savoir. On a eu une dévalorisation. Donc la dévalorisation, c'est la descente de gamme. En 2022, on l'a constaté. Est-ce que ça va continuer ? Ça, c'est des choses dont c'est très compliqué de savoir. On a une très grosse alerte donc, sur les produits frais traditionnels. Vous avez vu que tous ces produits, les fruits et légumes, la viande, la poissonnerie, les achats ont été réduits en 2022. Et donc, est-ce qu'il va y avoir en 2023, dans un contexte inflationniste qui risque de continuer malgré tout encore un peu, est-ce que ça va être encore plus... est-ce que la contraction des achats va être encore plus marquée ou pas ? En fait, j'ai pas eu de boule de cristal à Noël. Je suis désolée. Je pourrais pas trop vous en dire plus. Voilà. Mais on va enchaîner avec une présentation, on va rentrer sur ce qui se passe en 2023 de toute façon. Merci Cécile. On va peut-être prendre une ou deux questions, le temps de faire la bascule sur le diaporama. Tu peux lancer le diaporama suivant. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'imagine. Voilà, comme vous voulez. Par contre, tiens, on va prendre...
Allez-y. Encore une fois, comme on l'a indiqué aussi, la collègue qui a travaillé sur ce PowerPoint, elle ne peut pas être avec nous, donc on n'aura pas forcément les réponses à toutes les questions que vous pourriez poser sur ce diaporama, mais allez-y, je vous en prie. En fait, le panier est réduit, en fait, si je comprends bien, mais dans ces cas-là, j'ai envie de me dire, mais les gens maigrissent, ou il y a des reports de consommation, où ils glanent, ils reviennent au glanage, ils vont finir les fins de marché, etc., comme on a pu le voir, en fait, c'est un peu ma question. Ce qui est compliqué, c'est un sujet en soi, c'est la décomposition des achats entre prix et volume. Et en fait, quand on parle de volume, c'est pas si simple que ça. Je sais pas comment le dire, mais c'est pas forcément toujours des quantités en moins. Alors, on a quelques éléments. Je pense que ce qu'on a vu pour les ménages modestes, on voit qu'ils sont sur des réductions en volume. Probablement qu'ils achètent moins réellement en volume. On a souvent des effets hybrides, en gros, dans la décomposition. C'est-à-dire qu'on essaie de faire une estimation des évolutions de pur prix. Et quand on fait ça, en gros, tout ce qui n'est pas le pur prix, c'est assimilé à du volume. C'est comme ça que travaille l'INSEE, par exemple, pour faire sa décomposition prix-volume. Du coup, on a une décomposition qui est un hybride. C'est-à-dire qu'en fait, on a une réduction des volumes parce qu'on a une réduction peut-être un peu des quantités achetées réellement. Et puis, on a tout ce qui va être de changement de gamme. On voit sur les PFT, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le fromage à la coupe, ça a chuté parce que le fromage à la coupe, il est plus cher que le fromage qui est acheté en libre service, et donc on a des effets de report aussi comme ça. Voilà, c'est pas si simple que ça. Globalement, ce qu'on voit quand même, c'est sur les ménages modestes, on a une réduction en volume. Pour les ménages les plus aisés, on est davantage sur des réductions en gamme. Ils vont jouer sur les changements de gamme, ils vont jouer sur un certain nombre d'achats plaisir éventuellement, mais ça reste plus limité. Mais pour l'instant, la question qui va se passer, c'est effectivement qu'est-ce qui va se passer en 2023 quand ça va se poursuivre avec des niveaux d'inflation à 14,5. On est sur une inflation moyenne à 6, autour de 5 ou 6, je ne sais plus les chiffres en tête, sur l'année moyenne en 2022. Combien on sera en inflation moyenne sur 2023, parce que sur un mois, ça veut dire ce que ça veut dire, mais sur une année, ça commence à peser dans le budget ménage. Voilà, ça reste encore relativement incertain. Et il y a aussi du transfert de produits. Par exemple, pour la viande, ils achètent des œufs. Voilà. Donc même si ça a beaucoup augmenté en termes de prix unitaire, les œufs, puisque il y a eu les contextes sanitaires, les prix de la matière première, etc. Mais ça reste une protéine pas chère. Donc non, les gens se nourrissent quand même, mais heureusement. Donc je ne pense pas qu'ils maigrissent. Et oui, et on a entendu, voilà. Après, il y a d'autres problèmes. C'est pas le problème de santé aussi sur des produits transformés. Au passage, on a vu aussi les banques alimentaires qui ont indiqué que le recours aux banques alimentaires avait augmenté. Quand même. On a une partie des ménages qui vont peut-être moins vraiment pour les plus modestes, mais qui vont peut-être moins en circuit traditionnel et qui vont chercher à s'approvisionner différemment. Oui, excusez-moi, j'ai encore une question. Vous disiez que l'inflation alimentaire, en fait, elle était plus tardive, est arrivée plus tardivement en France que dans les autres pays. Est-ce que vous pouvez rappeler pourquoi? Et aussi, parce que dans les produits de grande consommation, quitte du pain, le pain, est-ce que vous avez des données dessus sur la consommation de pain? Et la farine, je vois il me semble que la farine a baissé en consommation, si je me rappelle bien du volume, et pourquoi? Et dernière question, est-ce que vous considérez les boulangeries comme des magasins de proximité ou pas? Où vous classez les boulangeries en fait? On va être sur des questions très spécifiques filières, j'ai pas forcément toutes les réponses. Sur la farine, faut vraiment se méfier des comparaisons avec 2020-2021 parce que confinement, la farine elle a beaucoup progressé en 2020 parce que le fait maison, etc. Donc là il y a un gros effet de repli qui est aussi lié à plutôt un effet Covid qu'un effet inflation. Donc la répartition des deux, je me prononcerai pas. Est-ce que les boulangers sont les proxys? Non, pour moi c'est les supermarchés de proximité. Alors, en fait, dans ces données, que ce soit IRI, Kantar, etc., les boulangeries traditionnelles ne sont pas inclus. Donc, très clairement, la baguette que vous achetez à votre boulangerie, si vous le faites, n'est pas inclus. Par contre, le pain que vous achetez dans les grandes surfaces sont inclus dedans, de façon générale. Donc, voilà. On n'a pas de données sur les boulangeries traditionnelles. C'est trop compliqué à mesurer. En fait, c'est un achat qui est trop quotidien pour que ce soit fiable. En fait, donc c'est une grande difficulté de la filière. Mais alors, les produits à base de pain, on a des données sur le pain industriel, sans que ce soit négatif de ma part. Je ne les ai pas en tête, mais on les a. Oui. Après, vous pourrez poser des questions par mail sans problème, mais là, on n'a pas pris tout. Je suis désolée. Sur la première question, je n'aurais pas forcément la réponse à pourquoi c'est plus lent. Globalement, quand même, on voit que les prix sont moins réactifs en France. Les prix au détail sont moins réactifs en France que dans les pays de l'Union aussi.
Pourquoi? Bonne question. Ça sera des questions qu'on va continuer à creuser. C'est certainement lié à la structure même de la chaîne de valeur en France, hein, aux relations aussi. Au passage, le cycle de négociation, c'est une spécificité française. Il faut avoir ça en tête. Hein. On négocie les prix sur 4 mois de mémoire, ou enfin en tout cas sur un nombre limité de mois dans l'année, ce qui n'est pas le cas ailleurs en Europe. Donc on a aussi ces effets-là qui vont jouer, je pense, sur les dynamiques de prix. Il y a peut-être d'autres raisons aussi. Hein, j'ai pas tout. Oui, il y a eu ça aussi. Alors sur l'inflation, là je parlais de l'inflation alimentaire. Hein. Sur l'inflation générale, là je laisserai mais il y a vraiment un sujet énergie et la façon dont l'énergie a impacté l'inflation partout en Europe. Pour le coup, c'est très lié à la façon dont les pays ont géré le coût de l'énergie pour les ménages. Mais là, je rentre dans un débat que je connais pas bien. Est-ce que ces évolutions, est-ce qu'elles ont déjà un impact sur la part des budgets des ménages consacrés à l'alimentation ? Alors, oui, mais comment dire, je pense qu'il faudrait regarder avec un peu plus de recul en fait. La difficulté qu'on a, c'est qu'on va être beaucoup sur des données conjoncturelles, des données au mois, etc. Je pense qu'on a intérêt à regarder ces questions-là un peu plus sur l'année. C'est pour ça qu'on a attendu aussi la fin de l'année pour présenter ces données-là sur toute l'année 2022. On regardera l'année 2023. Oui, on va retrouver ces éléments-là dans les données de l'INSEE. Hein. L'INSEE produit aussi un certain nombre de données là-dessus. Peut-être aussi d'ailleurs côté Banque de France, vous pourrez intervenir en complément. Certainement, après, le budget des ménages est assez différent. Il faut vraiment en tête ça. Hein, les dépenses alimentaires sont très différentes. Ce qu'on traite ici, j'en profite, c'est uniquement les dépenses de consommation des achats. On n'a pas mis ici les données sur la restauration. Alors pour le coup, avec une très grosse difficulté, c'est que les dépenses de restauration, pour le coup, les comparer à 2020-2021, voilà, c'est très compliqué. On sait quand même que globalement, elles ont plutôt progressé, elles sont revenues un peu plus à la normale pour les catégories aisées, là aussi, pour les ménages modestes, probablement qu'il y a eu aussi des arbitrages sur ce poste-là, mais qu'on n'a pas présenté ici, sur l'année 2022 déjà, hein, très, 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 très probablement. Je vois plus d'autres. Pour tenir un peu le timing, si ça vous va, je vous propose qu'on laisse la parole à Camille Tubin, que je remercie encore d'avoir accepté de faire cette séquence. Alors ça va être plus compliqué pour lui que pour nous, puisqu'il va effectivement se projeter par rapport aux questions que tu as posées, alors pas sur toutes, hein, mais essayer de donner quelques éléments de réponse, en tout cas la façon dont la Banque de France voit les choses pour les mois prochains. Merci beaucoup. Alors, donc, cette présentation va être quand même assez différente des deux premières à au moins 2 titres. C'est que le focus ne va pas se concentrer sur l'alimentation uniquement. Il faut être un peu plus près ? Ouais, ok, merci. Mais sur d'autres composantes, et en particulier, j'essaierai de prendre le temps de revenir sur l'énergie, qui a été longtemps, comme l'a précisé Pierre, le premier contributeur à l'inflation d'ensemble en France et dans les pays de la zone euro. Et maintenant, c'est l'alimentaire qui prend le relais. Et deuxième titre, c'est que je vais essayer de vous donner une perspective, enfin en tout cas un aspect plus prospectif. Alors la question se pose après, est-ce qu'on parle de projection, de prospective, de prévision? En tout cas, il y a une petite partie boule de cristal, c'est clair, parce qu'il y a une partie qui est très, très difficile. Après, il y a des éléments qu'on peut prendre en compte, qui sont prévisibles, notamment sur l'énergie, comme je vous montrerai. Mais en tout cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter comment la Banque de France voit l'inflation à un horizon de 3 ans, puisque actuellement, on fait nos projections jusqu'en 2025. Voilà, si le plan. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner le cadrage un petit peu général de nos projections à la Banque de France, tant sur le plan de l'activité réelle, du PIB, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Bon, j'essaierai de m'attarder pas trop parce que quand même, le sujet aujourd'hui, c'est essentiellement l'inflation. Alors, le petit problème, c'est qu'on a un calendrier de prévision. Nos prochaines projections, celles de mars, on les publie le 20 mars. Et même si elles sont quasiment finalisées aujourd'hui, j'ai pas trop le droit de vous dire des chiffres précis sur ces projections qui seront publiées donc dans 2 semaines. Donc je vais vous présenter dans un premier temps celle de décembre, qui commence à dater, mais je vous montrerai quand même quelques éléments et vous suggérerai quelques éléments qui vous donneront un peu le sens du vent pour nos projections de mars.
Dans un deuxième temps, comme j'ai dit, donc j'essaierai de vous faire un petit focus sur l'énergie. Le focus inflation alimentaire, je ne vais peut-être pas y rester trop de temps parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Je suis loin d'être le meilleur spécialiste dans cette salle, mais peut-être quand même je vous montrerai un peu l'influence de cette variable dans nos projections. Et si j'ai le temps, parce que le temps va passer vite, il y a une étude de l'OFCE qui est parue il n'y a pas très longtemps que j'ai trouvé assez intéressante. Pour ceux qui n'auront pas vu, j'aimerais vous en faire profiter un petit peu. Ça montre les conséquences un peu hétérogènes. On a déjà pas mal parlé avec le focus qui a été fait sur les ménages modestes, les ménages plus aisés pour l'inflation alimentaire, mais là de manière plus globale au sein des ménages et dans un dernier temps, si j'ai vraiment le temps, au sein des entreprises, quelles sont les différentes conséquences et l'hétérogénéité des impacts sur les agents économiques. Voilà, donc dans un premier temps, le cadrage macroéconomique global. Donc ça, c'est nos projections de décembre qu'on a donc publié le 20 décembre dernier. Donc ça, c'est vraiment le cadrage très global sur notre prévision macroéconomique. Donc vous voyez sur la première ligne notre prévision de croissance pour le PIB, donc qui montre que voilà, une fois traversée la période Covid avec l'effondrement qu'on a connu en 2020 et le rebond quasiment aussi fort dans le sens opposé en 2021, on sort donc un peu de la crise Covid en 2022, mais malheureusement on connaît un nouveau choc d'ampleur avec la crise ukrainienne. Donc le 2,6% de PIB là, que vous voyez pour notre prévision, qui n'est plus une prévision maintenant depuis qu'on a eu les chiffres du 4e trimestre par l'INSEE, donc le 2,6%, on l'avait, bon on n'a pas trop de mérite parce que l'année 2022 était déjà bien entamée, mais on l'avait en décembre et c'est confirmé à 2,6% pour l'instant par l'INSEE. Mais ce 2,6%, si ça reste un taux de croissance très raisonnable par rapport à la moyenne historique en France, on sait qu'on vit un petit peu sur nos acquis, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on continue à bénéficier de l'effet reprise post-Covid. Et quand on voit le rythme de croissance de l'activité, ce qu'on peut voir ici sur la courbe noire qui montre le niveau d'activité, ici mesuré par le PIB en France, on voit qu'effectivement, donc, le rebond, le premier rebond, troisième trimestre été 2021, ensuite on rejoint un peu à un niveau qui est supérieur à celui de la pré-crise Covid, le 4e trimestre 2019. Et après, on voit qu'en termes de rythme de croissance, si on a encore un petit blip ici, sur tout le reste de l'année 2022, on est sur des rythmes de croissance très faibles. Donc on a eu une croissance de 0,2% en trimestriel au 3e trimestre 2022. Elle a été de 0,1% au 4e trimestre 2022. Pour la suite, on prévoit toujours, en gros, une activité assez plate. Donc là, nos projections de très court terme en décembre se basaient sur un taux de croissance du PIB au premier trimestre de 0,1% également. Là, les dernières informations conjoncturelles qu'on a ne nous invitent pas à beaucoup modifier cette projection. Donc on reste sur une croissance qui est positive malgré tout, mais qui reste très faible. Et on voit que ça va rester faible au courant tout le long de l'année 2023, tant qu'en fait on aura ce choc inflationniste qui produit ses effets. Donc ici, vraiment, nos projections de PIB sont vraiment très dépendantes de nos projections d'inflation. Tant que l'inflation va rester à ces niveaux-là, dû à la propagation du choc de la crise en Ukraine, on va avoir donc une activité qui va rester assez atone. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la deuxième ligne. Là, c'est notre projection d'inflation. Alors effectivement, il faut préciser qu'ici, au sein du système des banques centrales, on regarde plutôt l'indice de prix à la consommation harmonisé pour pouvoir faire les comparaisons entre pays européens. Et donc on a toujours un écart d'ailleurs entre les taux d'inflation au sens de l'IPCH et les taux d'inflation au sens de l'IPC. D'ailleurs actuellement il est assez élevé parce qu'il y a des effets de composition qui sont notamment liés à l'énergie. On a un écart d'à peu près presque 1 point en fait, entre les deux taux d'inflation. Donc ici en fait, ce 6,0%, c'était ce qu'on prévoyait en décembre. En fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est plutôt de l'ordre de 5,9%, et ça correspond à une inflation sous un autre concept national de 5,2%. Donc ici, le message, c'est quand même qu'on prévoyait en décembre une inflation qui restait sur un taux très élevé, à 6% en 2023, parce qu'on subissait encore les conséquences de la crise ukrainienne, notamment en début d'année.
Mais ce que cache un petit peu cette stabilité du taux d'inflation dans nos prévisions de décembre entre 2022 et 2023, c'est quand même un taux d'inflation qui commence à ralentir, enfin plus exactement les prix qui commencent à ralentir et le taux d'inflation qui commence à diminuer tout au long de l'année 2023, donc avec encore des taux d'inflation de l'ordre de 7%, un pic qu'on prévoyait à ce moment-là au premier semestre de l'année, mais avec un taux d'inflation qui allait en déclinant pour atteindre plutôt des taux de l'ordre de 4,5% à la fin de l'année 2023. Et pourquoi en fait on a ce profil-là d'une inflation qui décline au cours de l'année 2023 ? C'est en gros, enfin, le principal facteur, c'est notamment ce qu'on appelle les effets de base, c'est-à-dire après avoir connu des taux d'inflation de l'énergie notamment à 20-30%, on ne s'attend pas à ce que les prix de l'énergie continuent à augmenter de 20-30% dans toutes les années à venir. À un moment, les prix de l'énergie vont se stabiliser, certes à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant, mais en termes d'inflation, en tout cas, ça ne va plus contribuer à l'inflation d'ensemble sur le restant de l'année 2023. Ce qui m'invite, je vais revenir un petit peu après sur ce graphique-là, à enchaîner sur le slide suivant où on voit ici nos projections d'inflation. Donc c'est les chiffres du tableau là que vous voyez, la courbe noire que je vous avais montré auparavant en moyenne annuelle. Mais on voit ici, ce qui est intéressant, c'est les contributions à ce taux d'inflation. On voit donc premièrement la barre de l'énergie qui est en gris clair. On voit que c'est la contribution qui domine vraiment l'inflation en 2021 et encore plus en 2022. Et après, comme je l'avais précisé plus tôt, c'est l'inflation alimentaire qui prend le relais. Donc ça explique d'ailleurs un petit peu pourquoi il y a une sorte de switch là entre l'inflation alimentaire et l'inflation énergétique, ce qui explique pourquoi le taux d'inflation en moyenne annuelle reste globalement au même niveau en 2022 et 2023. Et ça commence vraiment à se calmer un petit peu à partir de 2024-2025. Donc ici, il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a toujours l'inflation énergie qui ne contribue plus à l'inflation d'ensemble. Il y a l'inflation alimentaire aussi, dont la contribution reste quand même assez importante, mais qui aussi diminue assez fortement, sous réserve qu'il n'y ait pas de nouveaux chocs sur les prix d'énergétique, sur le prix des engrais, sur le prix de l'alimentation de manière générale. Mais ce qu'on voit aussi sur ce graphique-là, c'est qu'il y a des composantes qu'on pourrait qualifier de plus domestiques de l'inflation, et en particulier la composante des services qui contribue majoritairement et qui explique qu'on reste sur des niveaux d'inflation qui sont encore, du point de vue d'une banque centrale, trop élevés, c'est-à-dire qui sont supérieurs à la cible d'inflation. Bon, on rejoint cette cible quand même autour de 2% en 2025. Le tableau ici, c'est pour vous préciser donc effectivement que ça c'est... Enfin, l'inflation est très sensible à la mesure selon qu'on parle de moyenne annuelle ou de glissement annuel. Ici, on voit que le profil de l'inflation il diminue beaucoup jusqu'à donc nous retrouver sur un taux d'inflation de l'ordre de 4% à la fin de l'année 2023. Petit aparté, donc, je reviens sur le slide d'avant sur les prix de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que nous, finalement, on a une inflation énergétique qui va en s'adoucissant. Fondamentalement, en fait, on se base beaucoup sur les hypothèses que nous envoie la Banque Centrale Européenne. Parce que les prévisions macroéconomiques au sein de l'eurosystème se basent toutes sur un jeu d'hypothèses macroéconomiques et en particulier sur les prix du pétrole et sur le prix du gaz. Et ces hypothèses en particulier, c'est les prix que l'on lit sur les marchés à terme. Donc le marché à terme dit quel va être le prix du pétrole à un horizon 1 an, 2 ans, 3 ans pour livraison d'un baril de pétrole dans 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc ça, c'est les hypothèses sur lesquelles on se base. Donc on voit un petit peu en historique, donc si on prend l'exemple du pétrole, les mouvements qui ont eu lieu et qui ont amené le prix du pétrole à un niveau très élevé, à peu près autour du déclenchement de la crise ukrainienne, autour de 110 euros. Oui, celle-là, c'est des euros. Et après, on voit que ça se calme au cours du temps. Mais voilà, ce sont des hypothèses, c'est-à-dire c'est des hypothèses qu'on prend sur les marchés à terme. Il y a d'autres conventions dans les projections d'autres institutions, notamment celle de l'INSEE. Une autre convention possible, c'est de geler simplement le prix du pétrole à sa dernière valeur. Auquel cas, évidemment, on aurait une vision un petit peu moins optimiste sur la contribution de l'inflation énergétique dans nos projections. J'ai parlé du pétrole et sur le prix du gaz. Ici, ce qu'on note, je ne vais pas revenir sur
ce qui a déjà été assez abondamment commenté sur le fait que le prix du gaz est à un niveau élevé et le resterait selon toujours les prix sur les marchés à terme à un horizon 2025. Ce qu'on peut considérer quand même, c'est cette révision qu'il y a eu entre nos prévisions de décembre et les prévisions qu'on avait fait avant en septembre 2022. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près... alors là, c'est peut-être un peu faible, 45 €. Je crois qu'au niveau du marché spot, on est plutôt autour de 50 € actuellement. Donc, j'avais mentionné le fait qu'en ce moment, pour faire nos projections macroéconomiques de croissance, on regarde donc beaucoup ce qui se passe sur l'inflation. C'est vraiment un moment, une charnière dans l'histoire des projections où les prévisions d'inflation sont peut-être aussi corrélées, en sens inverse, aux prévisions macroéconomiques. C'est-à-dire, on mesure beaucoup, on regarde beaucoup ce qui se passe sur l'inflation afin de mesurer les conséquences négatives sur l'activité économique. Et l'un des facteurs les plus importants par lesquels transite cet impact inflationniste sur la croissance, c'est via le pouvoir d'achat des ménages. Donc ici, on voit, c'est un graphique qu'on avait mis dans notre publication, on voit que le pouvoir d'achat, il est très négativement marqué par l'inflation, comme on voit en 2022 et 2023 essentiellement, à tel point que le pouvoir d'achat, on le prévoyait en croissance négative en 2022-2023. Bon, depuis, on sait que la situation est un peu moins négative que ce qu'on pensait. Le pouvoir d'achat au global, il s'établit à 0%, en fait, selon l'INSEE, dans les derniers chiffres qui sont parus il y a 2 jours, ce qui nous amènerait à relever un petit peu nos prévisions de pouvoir d'achat sur notre horizon de projection. Le pouvoir d'achat serait en croissance très légèrement positive sur 2022-2023, mais par le pouvoir d'achat par habitant ou le pouvoir d'achat qu'on peut mesurer aussi par unité de consommation, lui, il serait légèrement négatif en croissance en 2022-2023 avant de légèrement se redresser, essentiellement parce que l'inflation pèserait moins sur donc le pouvoir d'achat des ménages. Donc là, je vous ai présenté effectivement nos projections de décembre qui commencent à dater un petit peu. Donc là, je peux vous donner quelques petits éléments nouveaux depuis qui se sont passés depuis et qui vous donnent un petit peu le sens du vent pour notre projection de mars. Sur le court terme, on a effectivement toujours cette résilience relative de la croissance en France. Donc on avait observé ce taux de croissance de 0,1% au 4e trimestre de l'année dernière. On serait à peu près sur les mêmes rythmes au premier trimestre de cette année selon les dernières enquêtes conjoncturelles de la Banque de France et de l'INSEE. Un élément de résilience, c'est aussi le marché du travail, avec un taux de chômage qui est historiquement faible au 4e trimestre 2022. Ça fait un long moment que les prévisionnistes attendent des signes de retournement sur le marché du travail, donc ils souhaitent vraiment voir la situation sur le marché du travail se dégrader, mais ils souhaiteraient enfin pouvoir moins se tromper sur leurs prévisions d'emploi. Et là, peut-être que ce fléchissement commence à se manifester, puisque le dernier chiffre de l'INSEE de création d'emplois salariés dans le secteur privé et montre des créations d'emplois de l'ordre de 3000, ce qui est très faible en fait, on va dire quasiment zéro. Mais si ce chiffre reste à être confirmé dans le prochain communiqué de l'INSEE début mars. Donc voilà, donc à court terme c'est plutôt positif. À moyen terme, les aléas, on va dire, vont dans les deux sens. Ce qu'on peut penser, et ce que je vous montrerai dans le slide d'après, donc sur la nouveauté pour notre prévision d'inflation, c'est que là, aujourd'hui, on est en train de réviser en baisse notre inflation par rapport à nos projections de décembre, essentiellement parce que l'inflation de l'énergie est un peu moins forte que prévu. Et donc ça va avoir mécaniquement un petit peu un effet favorable sur le pouvoir d'achat des ménages. Par contre, les facteurs baissiers sur notre croissance à moyen terme viennent essentiellement de la politique monétaire. On n'avait peut-être pas suffisamment anticipé en décembre la normalisation en cours de la politique monétaire avec l'augmentation des taux directeurs qui se transmettent aux taux du gouvernement et surtout aux taux de crédit aux ménages et aux entreprises. Et donc ça, c'est un facteur qui pousse l'activité à la baisse dans les mois et les trimestres à venir. Sur l'inflation, donc là les surprises récentes sont plutôt à la baisse, notamment en provenance de l'énergie. Donc ce qu'on a pu observer, c'est notamment des surprises à la baisse sur les prix des produits pétroliers. On avait pensé
à tort en fait, mais peut-être que ça va venir, que l'embargo sur les produits raffinés russes notamment, qui commençait au 1er février de cette année, aurait un effet assez positif sur le prix des produits pétroliers. Ça n'a pas eu lieu. Selon les relevés de prix à la pompe, en fait, on constate une inflation pour l'instant qui est négative. Alors, encore une fois, c'est parce qu'on part aussi de très haut. Mais ici, sur ces prix-là, on a des surprises assez favorables, donc des surprises négatives sur l'inflation. On a eu aussi dans les services donc, qui sont liés au transport, pour lesquels l'essence représente un coût important, aussi des surprises favorables. Alors, donc ça, c'est le court terme. À moyen terme, là encore, on a des éléments qui jouent un petit peu dans les deux sens. Et parmi les facteurs de hausse de l'inflation, c'est donc cette persistance de l'inflation alimentaire. Et notamment, donc l'INSEE a fait paraître son flash d'inflation pour février mardi dernier, et on a été surpris une nouvelle fois à la hausse sur l'inflation alimentaire. Donc il y a des difficultés pour nous à prendre en compte ces facteurs-là de persistance. Et ça nous a conduit d'ailleurs un petit peu en catastrophe à réviser à la hausse notre prévision d'inflation alimentaire pour essayer justement de mieux prendre en compte l'effet notamment des négociations qui viennent s'achever, où il y a des augmentations de prix assez importantes et supplémentaires à celles qui ont déjà eu lieu, qui sont annoncées. Donc là, on essaye aussi d'ajuster un petit peu notre prévision jusqu'au moment où on est obligé de les figer. En revanche, sur le moyen terme, il y a des facteurs qui jouent plutôt à la baisse. Donc il y a un facteur qui joue à la baisse sur l'inflation des produits industriels, une composante que je n'ai pas encore beaucoup mentionnée jusqu'à présent, mais qui dit politique monétaire plus restrictive. Il y a un mécanisme économique qui fait que l'euro s'apprécie par exemple face aux autres monnaies, et ça entraîne donc une appréciation du taux de change, et le prix des produits importés en euros devient moins important, donc ça a un effet négatif sur l'inflation. J'ai mis le gaz dans les facteurs baissiers à moyen terme, ça se discute évidemment. En tout cas, c'est ce qu'on a vu sur les hypothèses, les trajectoires de prix du gaz que je vous avais montré au tout début, mais évidemment il y a de nombreux facteurs géopolitiques, climatiques, météorologiques et j'en passe, qui font que prévoir aujourd'hui le prix du gaz à un horizon d'un an est très aventureux. Voilà pour le cadrage général. Alors, je voulais vous faire un petit focus. Je vais passer très peu de temps sur ce graphique parce qu'en plus, Pierre en a déjà largement parlé et je ne vais pas me répéter, mais juste pour vous rappeler, donc, la barre verte, c'est l'énergie. Donc, on voit la contribution à l'inflation d'ensemble ici est très majoritaire et puis devient minoritaire puisque c'est donc l'alimentation qui, depuis, on va dire, le début d'année 2023, est devenu donc le principal contributeur à l'inflation. Mais comme l'avait aussi mentionné Pierre, il y a aussi une transmission donc, de ces éléments un petit peu importés de l'inflation, prix alimentaire, prix énergétique, aux autres composantes plus domestiques de l'inflation, à savoir notamment les biens industriels, même si là aussi la part importée est assez importante, et surtout peut-être les services, où là ça transite aussi par les salaires, puisque plus d'inflation égale des négociations salariales en hausse, une indexation aussi du SMIC sur l'inflation qui est plus ou moins automatique, qui fait que l'inflation des services aussi commence à augmenter, puisque les services sont la composante la plus intensive en travail et donc la plus sensible aux coûts salariaux. Et ça, c'était donc voilà, des graphiques pour vous montrer un petit peu plus en détail les contributions de l'énergie et de l'alimentation à l'inflation d'ensemble. Donc ce qu'on voyait ici sur l'énergie, c'était dans un premier temps les produits pétroliers qui avaient beaucoup contribué à la hausse de l'inflation énergétique, et puis progressivement le prix du gaz a pris le relais. Et en ce qui concerne l'inflation, là je pense que au vu de leur poids dans le panier, disons que l'alimentaire transformé et non transformé contribue de façon relativement homogène à l'inflation alimentaire d'ensemble. Donc si je poursuis un petit peu plus en détail sur l'énergie maintenant, donc j'ai déjà parlé un petit peu de l'inflation des produits pétroliers. Ici, un petit élément d'actualisation par rapport à décembre. Donc on révise encore un petit peu à la baisse nos hypothèses à un horizon de 3 ans sur le Brent en euros.
Donc le Brent en euros, c'est le pétrole brut. Après, ce qui est consommé par les ménages français, ce sont des produits pétroliers raffinés. Donc entre le pétrole brut et le prix des produits pétroliers raffinés, il y a les marges de raffinage. Et ce qu'on observe sur ces marges de raffinage, c'est qu'elles ont augmenté énormément à peu près au moment où la crise ukrainienne s'est déclenchée, et notamment les marges sur le diesel. Ce qu'on constate aussi sur ce graphique, c'est les marges sur les produits, sur l'essence, se sont normalisées relativement rapidement. Il y a aussi une chute, un retour à un meilleur niveau des marges de raffinage, mais elles restent quand même assez supérieures à leur niveau pré-crise ukrainienne en février 2023. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire en projection sur cette composante, c'est que donc l'inflation devrait reculer sur les mois à venir, même si les prix, comme je l'ai précisé, devraient rester à un niveau assez élevé, malgré la fin de la remise carburant qui s'est produite à la fin du mois de décembre. Avec les aléas qui sont, est-ce que il n'y aurait pas un effet quand même retardé de l'embargo sur les produits pétroliers russes, et puis avec beaucoup aussi d'autres facteurs qui peuvent pousser à la hausse le prix des produits pétroliers. Sur le gaz, ça commence à se compliquer un petit peu. Donc là, je vais vraiment parler essentiellement des prix à la consommation, parce que depuis le début, c'est ce qu'on fait. On parle des prix de détail, des prix pour le consommateur. La situation est un peu différente et sans doute encore plus complexe pour le prix destiné aux entreprises. Mais en tout cas, pour les consommateurs, ça reste quand même relativement simple à comprendre. Il y a un tarif réglementé de vente qui concerne, on va dire grosso modo 25%. Peut-être que ça a un peu baissé encore depuis mon dernier recensement, mais qui concerne en gros 25% des ménages. Ce tarif réglementé, en vertu du bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État, il a été gelé entre octobre 2021 et décembre 2022. Et puis, donc, le gouvernement a décidé de le faire augmenter de 15% en janvier 2023. Donc si ce tarif réglementé, il concerne 25% des ménages. Les autres ménages sont soumis à des offres de marché, mais ces offres de marché, beaucoup d'entre elles sont indexées sur les tarifs réglementés, finalement. Donc finalement, le tarif réglementé a un impact qui va au-delà de sa part stricto sensu dans les contrats des ménages. Donc on estime, on a estimé par le passé avec des équations très simples qu'un peu plus que ce qu'on appelle le degré de transmission des hausses de tarifs réglementés vers les prix finaux, c'est de l'ordre de 60%. Donc à partir de là, on peut assez facilement, entre guillemets, faire des projections de prix, d'inflation du gaz, parce que d'un côté, on a l'évolution des tarifs réglementés qui est assez prévisible, et de l'autre, les offres de marché qui, elles, dépendent beaucoup plus du prix du gros du gaz, pour lequel donc on a cette trajectoire que nous donnent les marchés à terme. Donc on peut donc sur cette base-là faire une projection. Ce qui rend les choses un tout petit peu plus compliquées, c'est qu'à partir de juillet 2023, les tarifs réglementés vont s'arrêter. Et donc tous les consommateurs de gaz sont censés passer à des offres de marché à cette échéance-là. Mais ce qu'on a compris plus ou moins de nos échanges avec la Commission de régulation de l'énergie, c'est que celle-ci continuerait à calculer un tarif de référence qui reprendrait en gros la formule du tarif réglementé de vente. Et donc on peut toujours un peu se baser sur une courbe théorique en fait pour le prix du gaz. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique en fait. On a donc ici la courbe orange, c'est le tarif réglementé théorique, puisque la Commission de régulation de l'énergie calcule ce prix de référence un petit peu tous les mois, je crois. Et ce prix de référence dépend beaucoup du prix de gros du gaz. D'ailleurs, on observe bien que les pics, en gros, de ces deux courbes-là correspondent à peu près. Et donc, comme je vous l'ai dit, à partir de juillet 2023, la commission de régulation va continuer à calculer ce tarif de référence. Donc nous, on suppose on va toujours raisonner en fait un petit peu par rapport à ce tarif de référence. La courbe jaune, c'est le tarif régulé effectif qu'on a observé, qu'ont payé effectivement les ménages.
on voit bien qu'il a été gelé entre octobre 2021 et décembre 2022. On voit ici cette petite augmentation de 15%, cette grosse augmentation de 15% en janvier. Et on voit que, en théorie, ce tarif réglementé devrait rester stable jusqu'en juin 2023. Et après, c'est un petit peu l'inconnu. Donc après, on peut supposer, c'est ce qu'on fait en pratique, que la courbe jaune rejoindrait la courbe orange pour que les deux courbes théoriques et effectives coïncident. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait nos prévisions, et en pratique, on aurait une inflation du gaz qui diminuerait énormément, qui passerait de 37% en 2022 à quelque chose de l'ordre de 10%, je crois, en 2023, et ce ralentissement se poursuivrait en 2024. Beaucoup d'aléas. Le premier, c'est ce qui va se passer à l'hiver prochain. Donc là, ça va dépendre de multiples facteurs, notamment la demande asiatique. On sait que dans une situation où la Chine, notamment, rouvre son économie après la politique zéro Covid, elle va demander plus de gaz, et donc ça va créer des tensions sur le marché du gaz naturel liquéfié, dont dépend beaucoup plus qu'avant les économies européennes, puisqu'elles ont majoritairement en fait substitué du gaz russe avec du gaz naturel liquéfié, mais ça va dépendre des températures et de la vitesse à laquelle on épuise les stocks qui, et ça c'est une bonne nouvelle, sont aujourd'hui à un niveau historiquement élevé du fait des températures et des efforts de sobriété qui ont été observés du côté des ménages et des entreprises. Voilà pour le gaz. Et pour l'électricité, c'est un peu la même chose que pour le gaz, même si c'est très différent. Et donc là, le tarif réglementé de vente, il existe également. Il est aussi très régulé par l'État. C'est la courbe orange qui est ici. Donc là, on voit que, donc ça c'est février 2022, il a augmenté que de 4%. En vertu toujours du bouclier tarifaire. Là, c'est l'augmentation de 15% que vous avez dû voir sur vos factures d'électricité si vous êtes au TRV en février 2023. Et après, c'est l'inconnu. On a aussi une courbe théorique, le calcul qui est fait par la Commission de régulation de l'énergie, sauf que là, c'est beaucoup plus compliqué que pour le gaz, parce qu'en plus du prix de gros de l'électricité, que l'on voit ici, qui a d'ailleurs beaucoup baissé entre nos prévisions de décembre et de mars, ce prix de référence dépend aussi des conditions très particulières en France sur la production d'électricité, notamment le mix énergétique centré sur le nucléaire, donc avec des mécanismes qu'on appelle l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique ou quelque chose comme ça, qui fait que qu'en moyenne, il y a une relative protection des consommateurs, des ménages ou des entreprises, parce que le prix vendu par EDF à partir de son électricité nucléaire est moins cher. Mais ce prix avait quand même beaucoup augmenté au début de l'année, du fait notamment de tous les déboires qu'on connaît d'EDF sur sa production nucléaire. Donc, ceci dit, on a quand même une prévision pour l'inflation de l'électricité, et on fait un petit peu la même hypothèse, c'est qu'à un horizon donc plus ou moins lointain, notre prix de l'électricité, notre TRV, rejoindrait le prix qu'on pourrait qualifier de théorique. Ici, on est peut-être un peu plus à l'aise par rapport à notre prévision du prix du gaz, parce que le TRV, lui, concerne vraiment beaucoup de ménages, et il y a beaucoup d'offres de marché qui sont indexées sur le TRV. Donc connaître le TRV, c'est quand même avoir une très bonne idée de l'inflation de l'électricité qui va se produire. Je crois que je suis déjà très, très long. Combien de temps à peu près 5 minutes, d'accord. Alors, je vais pas vraiment parler de l'alimentation, parce que je crois que vous en avez peut-être un petit peu marre. Je vais juste du coup passer sur mes 2 dernières slides, parce que j'avais trouvé cela intéressant. Donc là, on est resté dans une présentation très macro, avec un ménage représentatif et une entreprise représentative de toute l'économie. Mais on sait évidemment qu'en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et que le choc inflationniste a des conséquences différentes selon les
selon les types de ménages notamment. Et donc là, j'ai récupéré ces graphiques d'un document de l'OFCE qui est paru la semaine dernière et qui montre un petit peu les différences de choc d'inflation selon les catégories de ménages. Et donc ici, ce qu'on voit, sur l'échelle des Y, des ordonnées, si on est à 0, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la moyenne, en gros. Et donc, après, on voit que ici, l'échelle, ça va de 1 à -1. Donc, par exemple, on voit ici que les plus de 65 ans, ils ont connu en moyenne en 2022 une inflation qui a été de 1 point supérieure à la moyenne de l'ensemble de la population. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, c'est bien l'âge qui est un des facteurs dominants d'hétérogénéité du choc inflationniste au sein des ménages. Et évidemment, inversement, il y a les moins de 30 ans qui ont relativement moins subi l'inflation. Ce qui est intéressant aussi dans ces graphiques, c'est qu'on voit aussi les contributions des grandes composantes de l'inflation à ces différentiels entre les différentes catégories de ménages. Et là, par exemple, on voit que finalement, ce qui explique pourquoi les plus âgés sont plus touchés par l'inflation que les plus jeunes, c'est l'alimentation. C'est pas tout à fait l'alimentation, c'est l'électricité et le gaz. Donc a priori, peut-être parce que je ne vais pas trop m'engager dans des explications aléatoires, mais il y a aussi l'alimentation qui contribue pour beaucoup au différentiel. Donc a priori, les personnes âgées plus sensibles au choc alimentaire que les personnes les moins âgées. Et autre élément intéressant, le deuxième facteur vraiment de vulnérabilité et d'hétérogénéité face au choc inflationniste, c'est ce qu'on appelle l'unité urbaine. C'est en gros si on habite à la ville ou à la campagne. Et donc là, sans trop de surprise, dans la mesure où on est amené notamment à peut-être plus se chauffer et utiliser davantage sa voiture et donc des carburants pour se déplacer, on est plus sensible en zone rurale à l'inflation et notamment à l'inflation énergétique qu'en agglomération parisienne. Et j'ai pas pu résister à l'envie de mettre ce graphique aussi qui montre la catégorie socio-professionnelle. Et là, on voit que les agriculteurs sont beaucoup plus touchés que les cadres et les ouvriers par l'inflation. Mais ça, c'est évidemment aussi très lié à la dimension lieu d'habitation et unité urbaine. Et pour conclure, et contrairement à ce qu'on peut penser parfois, c'est pas vraiment le niveau de vie ou le niveau de revenu qui explique vraiment la vulnérabilité face au choc d'inflation. C'est donc ces deux dimensions principales que sont l'âge et le lieu de vie. Par contre, on voit qu'ici, sur le niveau de vie, on a des impacts qui sont assez similaires entre les plus pauvres et les plus riches, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les plus pauvres sont plus sensibles à l'énergie et à l'alimentation, mais moins sensibles à ce qu'on met dans le reste, c'est-à-dire, ici, je pense essentiellement les services que consomment davantage les ménages les plus riches. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que je vous remercie. On a peut-être deux questions, si vous avez, n'hésitez pas. On n'a plus qu'un seul micro, quelqu'un a piqué le micro. Je suis derrière, il y avait, pardon. C'était... Ouais, tenez. Oui, une question, juste, je voudrais que vous me contredisiez dans mon raisonnement. Vous avez une vision assez optimiste finalement de l'évolution de l'inflation en 24-25. Et je me dis que la BCE ne fait pas la même chose puisqu'elle a une politique monétaire plus restrictive attendue. Quand la BCE augmente les taux, c'est pour lutter contre l'inflation. Elle se dit que l'inflation va augmenter, donc moi BCE, j'augmente mes taux. Donc est-ce que vous pouvez me préciser pourquoi cette politique monétaire restrictive alors que l'inflation devrait ralentir ? Alors, déjà une petite précision. C'est pas tout à fait le serpent qui se mord la queue dans les prévisions de la BCE parce que on prend aussi, vous avez montré les hypothèses qui étaient prises dans les projections sur le prix du pétrole, sur le prix du gaz, qui étaient des trucs qu'on prévoyait pas et qu'on prenait ailleurs, en l'occurrence sur les marchés à terme. Pour les taux, donc pour la politique monétaire, les taux d'intérêt, etc., on fait la même chose en fait, c'est-à-dire qu'on prend les hypothèses des marchés.
voilà, donc ça rompt un peu la circularité entre on fait une prévision, mais on sait qu'on va augmenter les taux, donc finalement l'inflation sera un peu plus faible si on les augmente un petit peu plus. Et pour répondre plus précisément à votre question, la BCE, elle réagit en fait pas de manière très formalisée et très cadrée, mais et ça peut dépendre aussi un petit peu du contexte, mais elle réagit pas que à nos prévisions, malheureusement, enfin ou heureusement, ça nous met un peu moins de pression, mais elle réagit aussi beaucoup au court terme en fait, c'est-à-dire aux surprises qu'elle constate sur ses propres prévisions. Donc là, pour vous donner un petit ordre d'idée de ce qui se passe actuellement, je crois que l'inflation de ce matin sur la zone euro, elle est sortie à 8,5%. Elle a baissé un tout petit peu par rapport à janvier, mais elle reste très élevée, elle reste surtout supérieure à ce que la BCE espérait au mois de février dans ses dernières projections. Ce qui veut dire que va y avoir des discours qui vont être un peu plus faucons, comme on dit, par les dignitaires de la BCE, qui font que les marchés vont commencer à pricer un petit peu plus l'augmentation de 50 points de base du taux directeur lors du prochain Conseil des gouverneurs. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que elle ne réagit pas que à ce qu'on lui dit, donc oui, elle pourrait se dire ouais super, en 2024 et 2025 on va retourner à 2%, mais voilà, elle réagit un petit peu plus enfin sur d'autres indicateurs. Il y a deux énormes craintes de la BCE. La première, vous en avez peut-être déjà beaucoup parlé, c'est la spirale inflationniste, c'est-à-dire l'emballement de la boucle prix-salaire. La BCE craint avant tout que plus d'inflation entraîne plus de salaire, qui eux-mêmes entraînent plus d'inflation, dans un mouvement qui rappelle un peu ce qu'on a connu dans les années 70 au moment du choc pétrolier. La deuxième crainte, c'est ce qu'elle appelle souvent le désancrage des anticipations, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs un peu lié au point précédent, parce que si les salariés, par exemple, au moment de négocier leur salaire, ils anticipent que l'inflation va être de 4, de 5% ou de 6% dans les 2 ans à venir, ils vont augmenter leurs revendications. Donc la crainte, c'est que ces anticipations soient désancrées. Donc elle surveille un peu comme du lait sur le feu aussi ces anticipations-là. Et c'est un peu le mélange de tous ces indicateurs, les surprises de court terme, les projections à moyen terme, comment évoluent les salaires sur le marché du travail, comment évoluent les anticipations sur les marché ou selon les enquêtes. C'est toute cette batterie d'indicateurs qu'elle regarde pour faire évoluer sa politique. On va prendre une dernière question, puis si vous en avez, on pourra toujours rééchanger sur le... Non ? Dans ce cas-là, derrière. Oui, merci. Je voulais rebondir par rapport à vos prévisions sur le gaz. Ça fait écho notamment à une conférence de ce matin qui allait plutôt dans le sens contraire sur une hausse, une nouvelle hausse en 2023, pourtant basée sur les mêmes éléments que vous avez qualifiés d'aléas, notamment la concurrence par rapport à l'approvisionnement en GNL, la reprise de la Chine notamment. Voilà, juste pour savoir, vous, quelles sont les hypothèses, en tout cas, qui vous poussent à aller dans ce sens-là de la baisse? Donc là, je vais vraiment insister sur ce graphique, parce que donc, ça montre le prix sur le marché à terme du gaz. Donc c'est ce qu'on appelle le hub TTF, c'est-à-dire en gros le principal lieu de transit ou de cotation pour les prix du gaz sur le marché européen. Et ça, c'est vraiment ce que les marchés anticipent, en fait. Donc, nous, bêtement, finalement, on croit les marchés. Et ce qu'ils anticipent, c'est que on a une période de relative stabilité. Alors, il y a peut-être un tout petit soubresaut qu'on peut observer ici à l'hiver 2023-2024 et encore un plus petit à l'hiver 2024-2025. Mais globalement, les marchés pensent que ça va relativement bien se passer finalement. C'est très difficile en fait de savoir vraiment. Alors il y a
il y a différents éléments. Nous, en tout cas, de toute façon, on se risque pas à faire vraiment des prévisions de prix du gaz, parce que déjà qu'on a beaucoup de mal à faire des prévisions de croissance. Ça demeure assez compliqué de prévoir le prix du pétrole. Tous ceux qui ont essayé de prévoir le prix du pétrole à un horizon de plus d'1 mois se sont un peu cassé la figure. Et en général, la conclusion dans la littérature, c'est que la meilleure prévision du prix du pétrole demain, c'est le prix du pétrole aujourd'hui, ce qui nous n'amène pas à grand-chose. Et pour le prix du gaz, ça dépend de tellement de facteurs. Donc, bien sûr, il y a cette incertitude. Et cette incertitude sur les prévisions, elle a considérablement augmenté. Il y a eu la préhistoire des prévisions, en gros, avant l'ère Covid, où on prévoyait est-ce que ça va être 1 ou 1,5% de croissance. Ouh là là, on se pose la question. Et là, est-ce que ça va être 4 ou 6% d'inflation? Est-ce que ça va être moins 1 ou 1% de croissance? Donc ça a évidemment des effets macro très différents. Et s'il y a cette énorme incertitude, c'est aussi lié à l'incertitude autour des prix de l'énergie. On ne peut pas vraiment la régler en disant on va avoir une bonne prévision, parce qu'en fait, au final, il y a tellement de facteurs importants, donc on ne connaît pas à l'avance les aboutissants. Donc celui qui pondère, par exemple, plus les efforts de sobriété énergétique qui ont été faits, le niveau des stocks qui sont vraiment super bons, en se disant, il y a du réchauffement climatique, donc finalement, on aura besoin de moins de se chauffer dans l'hiver à l'avenir. Celui-là va se dire, finalement, les prix du gaz vont pas exploser. Mais après, si on se dit, la Chine va repartir, la Chine va siphonner un peu une partie du gaz naturel liquéfié dont on a pu bénéficier parce que justement les Chinois étaient dans une glaciation zéro Covid, là évidemment les prix vont beaucoup augmenter. Mais à ce stade-là, on ne se risque pas à pondérer ces différents facteurs pour faire une prévision. Donc on est obligé de prendre acte de ce gros facteur d'incertitude. Mais ce qu'on peut faire par contre, c'est de déterminer l'impact qu'a ce qu'on appelle une analyse de sensibilité autour d'un scénario central. Si on augmente de 10, 20, 30 euros le prix du gaz, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nos prévisions? Pour au moins se donner des ordres de grandeur sur la situation la pire ou la moins bonne possible, tout en essayant toujours d'être à peu près à avoir une prévision médiane, mais avec évidemment le débat que ça suscite. Merci beaucoup Camille. Ouais, on va en terminer là. Merci beaucoup, merci pour l'intervention. Ça élargit largement le propos. On va devoir laisser la salle puisqu'il y a une conférence qui va suivre ou un cocktail, je ne sais plus. Merci à tous pour avoir suivi.